Donc bienvenue ici dans l'hémicycle du Parlement bruxellois, bienvenue un petit peu chez vous parce que le Parlement bruxellois c'est un petit peu le temple de la démocratie bruxelloise, autrement dit c'est un petit peu le temple de votre démocratie et donc vous êtes assis à la place des députés et des ministres pour certains. Et donc j'espère que ça pourra vous inspirer pour la soirée de ce soir. Donc moi je m'appelle Jonathan Depatoul, je suis député pour le groupe Défi, ici au Parlement bruxellois depuis 2019 déjà. Et ce soir j'ai le plaisir de vous accueillir pour traiter d'une thématique qui est de plus en plus importante à l'heure actuelle, la question de l'intelligence artificielle, mais peut-être plus particulièrement de savoir si c'est une alliée ou une potentielle menace peut-être les deux, pour l'emploi, la santé et l'enseignement, pour ne citer que quelques exemples. Alors il y a quelques années, moi j'étais le premier député en Belgique à poser une question écrite par ChatGPT, et ça a fait un peu sensation, je me souviens. Alors il n'y avait rien d'extraordinaire, j'avais écrit la question, et donc je suis venu ici devant, poser la question au ministre, c'est au ministre Vervoort, en lui disant Monsieur le ministre, à la fin de ma question, je lui explique que ce n'est pas moi qui ai écrit cette question et ce n'est pas mes collaborateurs non plus. En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle ChatGPT, puisqu'à l'époque, on ne comprenait pas encore très bien comment ça fonctionnait. Et la question était de dire, mais tiens, au niveau de l'enseignement bruxellois, francophone, donc c'est quand même assez limité, mais est-ce qu'il y a déjà des réflexions par rapport à la venue de cette intelligence artificielle, de dire comment est-ce qu'on va gérer cette nouvelle technologie ? Moi, je me souviens quand j'étais un peu plus petit, quand j'étais à l'école en humanité, Internet est arrivé et on m'explique, oui, il va y avoir des sites, alors c'est des trucs où tu pourras chercher des choses. On ne comprenait pas très bien parce que nous, on allait toujours à la bibliothèque pour chercher des bouquins, pour faire des élocutions. Et puis Google est arrivé, on a commencé à faire des recherches et là je me souviens des réactions de professeurs qui disaient mais attention, ils vont plus rechercher à la bibliothèque, ils n'auront plus ce réflexe de faire des recherches, ça va poser des problèmes. Finalement je pense que ça n'a pas posé tant de problèmes que ça, mais peut-être qu'on est dans le même type de réflexion, puissance 10, 20, 100, 2000, je ne sais pas très bien. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, au niveau du groupe Défi, avec le centre d'études Jacques Georgin, le centre d'études du parti, et avec Défi Jeunes, d'organiser cette conférence ce soir, d'une part pour informer, parce que c'est le but aussi évidemment de la soirée, mais aussi pour nous informer nous-mêmes. Moi j'ai quand même tendance à croire, alors je ne suis pas là depuis très longtemps en politique, mais que le politique a souvent une guerre de retard par rapport aux technologies, et de se dire, tiens, quelle décision est-ce qu'il faut qu'on puisse prendre maintenant pour, si ce n'est pas déjà trop tard d'ailleurs, pour l'avenir. Alors ce soir, on aura 3 invités de talent, j'ai envie de dire, pour nous expliquer un petit peu, nous parler de leur expérience par rapport à cette thématique. Mais je vais tout de suite céder la parole à Christophe Dubois, qui est le directeur du centre d'études de Défi, du centre d'études Jacques Georgin, pour une brève introduction. Et vous pouvez l'applaudir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du Centre d'études Jacques Georgin, je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir. Voilà, ce sera beaucoup mieux, je pense. Alors, en vos titres et fonctions, vraiment, soyez les bienvenus. Au nom du Centre d'études, comme je vous le disais, je souhaiterais vraiment vous remercier pour votre présence nombreuse ce soir. Alors, je tiens également à remercier le Parlement de la région bruxelloise pour l'accueil qui nous est fait ce soir, les membres de notre groupe politique qui ont rendu cet accueil possible au sein de cet hémicycle, les équipes techniques pour leur support précieux, ainsi que nos 3 conférenciers qui ont généreusement accepté de partager leur expertise avec nous. Je vous en remercie, messieurs. Ce soir, le thème autour duquel nous sommes rassemblés, comme l'a dit Jonathan, portera sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les domaines de l'emploi, de l'enseignement et de la santé. Nous tenterons ensemble d'identifier les opportunités offertes par l'IA, ainsi que les potentielles menaces qu'elle peut représenter, tout cela en objectivité naturellement. Ensemble, avec l'appui des 3 experts, nous allons approfondir ces questions. Ont généreusement accepté notre invitation le docteur Giovanni Briganti, docteur en médecine, chargé de cours à l'ULB et à l'UMONS, spécialiste de l'IA dans le domaine médical, monsieur Ferdinand Casier, ingénieur pédagogique, senior business group leader digital chez Agoria, j'ai déjà sauté une ligne. Jonathan Ponsard, ingénieur pédagogique actif chez Digital Wallonia. Le temps est venu pour moi de céder la parole. Sans plus attendre, j'invite le docteur Briganti à nous rejoindre à la salle de l'orateur.
Bonsoir à tous en vos titres, grades et qualités. Je me permets de vous rapporter une petite blague pour commencer. Hier soir, je donnais une conférence à des confrères et consoeurs médecins oncologues et il y a un vieux médecin de 75-77 ans qui me pose la question à la fin de mon exposé: mais qu'est-ce que c'est ChatGPT? Et moi je réponds: dit comme ça veut dire autre chose. Mais celui que moi je parlais pendant mon exposé, c'était un autre type de technologie. Alors, nous sommes tous véritablement apprentis face à l'IA, nous sommes éternels apprentis face à l'IA en particulier, puisque c'est une technologie qui évolue très rapidement. Alors, vous êtes tous des citoyens très pressés, vous êtes tous des citoyens très engagés, enfin, pas engagés, vous osez l'avenir, c'est différent, et nous allons travailler ce soir avec 10 leçons pour comprendre l'IA en santé. Alors, je vais résumer mon discours en 10 leçons pour faire court, parce que nous n'avons pas le temps. Je n'ai que 25 minutes pour vous expliquer l'IA en santé. Ma première slide, elle est pour vous dire que tous les jours, je songe à arrêter mon boulot de chercheur en intelligence artificielle en santé. Cela fait 10 ans que je suis dans le domaine et dans la salle, il y a des collègues professeurs qui font de l'IA depuis bien plus longtemps que moi. Mais tous les jours, je songe à arrêter mon domaine parce que parfois, il me fait peur. Tant d'un point de vue en tant que médecin, je vois l'utilité que cette technologie peut avoir auprès de mes patients, et à la fois en tant que citoyen, parfois j'ai peur. J'ai peur de comment on va utiliser cette technologie, comment on va potentiellement les détourner et le mal qu'on peut faire à la société. Donc ce soir, ma présentation elle va porter sur les splendeurs et les misères de cette intelligence artificielle, avec un accent sur la santé bien évidemment puisque c'est mon domaine. La première leçon, c'est que les domaines de l'IA en santé sont nombreux, avec des niveaux de maturité qui sont différents. Le domaine le plus mature en termes d'intelligence artificielle en santé est le domaine du diagnostic. Donc quand vous allez chez le médecin pour obtenir un diagnostic, on fait des examens complémentaires, par exemple de la radiologie, par exemple de la biologie clinique, par exemple de l'anatomie pathologique. C'est des examens où le médecin diagnosticien ne voit pas le patient. On prend l'examen, on fait l'examen en salle de radio, on fait une prise de sang, on fait une anatomopathologie et ensuite, le médecin qui fait le diagnostic est séparé du patient. Dans ces contextes-là, puisqu'on se base sur des données quantitatives, l'IA est particulièrement performante. À l'heure actuelle, énormément de papiers, et nous allons voir quels sont leurs défauts, énormément de papiers scientifiques mettent en avant comment l'IA est aussi efficace, si pas plus efficace que les radiologues, que les anapathes, que les médecins de laboratoire, dans des tas de domaines de diagnostic. L'IA est donc très précise pour nous faire des diagnostics. L'IA, elle est aussi très précise pour suivre les maladies à distance, surveiller des personnes qui sont âgées et qui ont besoin de surveillance constante pour des maladies chroniques telles que le diabète, telles que le cancer, telles que l'épilepsie. Mais on peut suivre ces personnes à distance. C'est quelque chose qu'avant, on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas faire parce que le patient, on le voyait en consultation ou on l'avait sous contrôle à l'hôpital, mais il n'y avait pas un entre-deux. Aujourd'hui, les données sont produites constamment par les patients et par vous-même, citoyens, à tout moment, sans que vous vous en rendez compte, vous produisez des données de santé qui partent vers des géants technologiques, bien évidemment, mais on peut utiliser ces données à bon escient pour suivre des maladies et donc prévenir des complications avant qu'elles ne surviennent. Ceci est possible dans des tas de maladies. Si on surveille la maladie, alors on peut donc prédire qu'un événement va se passer et donc prédire des complications, des décompensations. Et ainsi, dans mes travaux de recherche, par exemple, je travaille à établir des modèles de prédiction pour le trouble bipolaire pour éviter que des patients qui sont malades puissent rechuter sans qu'on le sache et donc détecter des signaux de rechute. Qui pense qu'on est bon en prévention dans cet hémicycle en Belgique? Dans aucune des assemblées à qui je présente, il n'y a jamais une main qui se lève. Il y avait une main timide dans le fond qui se levait aujourd'hui. Mais effectivement, nous ne sommes pas très bons en prévention. Pas très bons en prévention, mais il n'y a aucun État qui est bon en prévention parce que la première ligne, partout dans le monde, elle est saturée de choses sévères. Pour faire de la prévention, par contre, l'intelligence artificielle elle va se baser sur un contact très précoce avec un citoyen, dès le plus jeune âge, potentiellement dès le début de l'adolescence, pour comprendre comment le citoyen fonctionne et pour lui dispenser des conseils de santé appropriés. Bien évidemment, il faut gérer comment le contact entre le citoyen et l'IA se passe, ce qui n'est pas chose donnée, on va le voir dans cette présentation. Plein d'autres domaines, mais ceux-ci étaient ceux que je voulais mettre en avant notamment. Deuxième leçon, nous sommes dans un pays qui peut être le leader mondial de l'IA en santé, mais nous sommes trop petits. Nous sommes trop petits, nous sommes trop complexes.
Il faut certainement, comme le dirait mon collègue Ferdinand Casier qui va présenter après, avoir une approche européenne. Mais la Belgique a une quintuple liste formée de professionnels de santé, des hôpitaux académiques, des hôpitaux périphériques qui ont des niveaux d'expertise en termes d'essais, en termes d'études scientifiques qui sont bien plus nombreuses et bien plus concentrées que le reste de l'Europe. Des universités, rien que du côté francophone, plus que 700 chercheurs font de la recherche en IA et on estime que plus d'un tiers d'entre eux fait de la recherche en IA en santé. Pour un si petit pays, c'est impressionnant. L'industrie, plus que 300 entreprises sur le sol belge font de l'IA en santé ou de la medtech ou de la santé digitale. Le monde politique, ce soir, un parti en particulier est intéressé par l'IA, mais en fait, en Belgique, tous les niveaux politiques sont intéressés par l'IA. Chaque niveau politique développe sa propre stratégie et nous avons effectivement un plan de convergence en intelligence artificielle qui est, lui, fédéral et national. Et les citoyens, nous avons énormément de coalitions. Et je dirais même que le citoyen aujourd'hui va beaucoup plus vite que le politique. Énormément de coalitions scientifiques, citoyennes voient le jour où on avance plus vite que le décideur. Et grâce à la vivacité des personnes qui composent l'écosystème belge, on peut ainsi avancer très très vite et bien. Ainsi, des projets ont vu le jour qui n'auraient jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu des personnes qui sont de bonne volonté et qui ont œuvré sans moyens pendant ces 5 dernières années pour mettre en place des projets d'intelligence artificielle. Je vais juste vous citer l'exemple de notre chère intelligence artificielle et médecine digitale à l'Université de Mons, qui est la première université au monde à proposer des cours d'IA obligatoires aux médecins. Ça n'existe aujourd'hui nulle part ailleurs dans le monde, mais d'un point de vue global, l'enseignement en Belgique est très très fort en termes d'intelligence artificielle et dans les domaines différents, comme par exemple aussi la santé, dans toutes les universités, surtout du côté francophone de Belgique. Les médecins et les cliniciens ont compris que l'IA, c'est très bien, en tout cas en Belgique. En effet, les études de l'OCDE montrent que ce n'est pas la même chose partout dans les pays de l'OCDE, mais nous, en Belgique, nous formons une espèce de cocon où les cliniciens, de façon différente que des autres pays, ont compris que l'IA est très très bien pour la pratique clinique et veulent l'adopter. C'est sans doute dû au fait que nous avons été les premiers à adopter une stratégie d'éducation des médecins par rapport à l'intelligence artificielle. Nous avons œuvré depuis 6-7 ans maintenant à la vulgarisation de l'IA auprès des médecins. Comme la conférence que je vous donne ce soir, j'en donne 3-4 par semaine. Ma femme est très contente de ça. 4e leçon. Le développement des intelligences artificielles n'est pas de qualité suffisante pour l'adoption clinique. Nous avons une IA qui est poussée par un milieu technologique, mais le milieu technologique n'a pas souvent le bon sens qu'il faut pour développer des systèmes que l'on va adopter après dans le milieu clinique. On est probablement dirigé vers une crise de réplication. Ça veut dire que les logiciels d'IA qui sont développés et dont on voit dans la littérature qu'ils ont une certaine performance, quand on va les tester dans la pratique clinique pour de vrai, on va potentiellement comprendre qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien qu'on le pensait. Et donc, si un hôpital va adopter un système d'IA qui diagnostique des maladies, par exemple, avec une précision de 95%, ils sont capables de découvrir, dans les mois qui suivent l'adoption de ce logiciel, que la précision a chuté de 95 à 65%, par exemple. Et ainsi, ils auront raté des diagnostics. La qualité n'est pas suffisante parce que le bon sens méthodologique qui est souvent situé dans nos universités, notamment en Belgique, n'est pas souvent répercuté dans l'entreprise. Le niveau méthodologique des ingénieurs, des techniciens d'intelligence artificielle qui sont situés dans les entreprises, souvent, n'est pas à jour par rapport au niveau que l'on demande dans le milieu de la santé, qui est un milieu très particulier et où on a besoin de preuves supplémentaires. La leçon numéro 5 que je vais vous donner ce soir, c'est que si on veut adopter l'IA en santé, il faut résoudre le problème de Cassandre. Alors, Cassandre, pour les amateurs de mythologie grecque, c'est la fille du roi Priam de Troie. Et c'est un personnage mythologique qui est maudit par Apollon. Elle est maudite de savoir tout prédire de l'avenir, mais personne ne va la croire quand elle va dire la vérité. Pourquoi je vous parle de Cassandre? Parce que même quand on a, et vous aurez compris que ce n'est pas facile d'avoir des systèmes d'IA qui fonctionnent bien, même quand on a des systèmes d'IA qui fonctionnent bien en santé, quand on va après les adopter, on voit que les cliniciens n'écoutent pas l'IA. Dans plus de 50% des cas, la décision qui est proposée par l'IA n'est pas suivie par le médecin. On voit par exemple que quand l'IA envoie une notification qu'il faut agir pour le patient,
le médecin n'est pas là, parce que c'est le week-end par exemple, et que personne n'est pas là pour la notification. Alors, quelque part, nous avons une difficulté de prendre en compte et d'adopter l'IA. Donc, même quand l'IA fonctionne bien, nous avons une difficulté de l'adopter correctement en pratique clinique. Et donc, l'IA a un problème de Cassandre. Et si nous ne résolvons pas, bien évidemment, ce problème de Cassandre, nous allons adopter à un prix qui est très très cher des solutions d'intelligence artificielle en médecine, mais qui ne vont pas profiter aux patients. La 6e leçon de ce soir, c'est que les professionnels de santé ne peuvent pas être remplacés. Et ceux qui essayent de les remplacer n'ont rien compris, ni à l'IA, ni à la médecine. En août 2024, j'ai eu l'apparition d'un logiciel qui automatise complètement la prise en charge médicale. Vous avez un patient qui, depuis son téléphone, pose une question à l'IA, il décrit ses plaintes, l'IA traite la question, elle soumet son raisonnement à un médecin qui est situé dans un pays autre, probablement sous-payé. Le médecin, il approuve le raisonnement que l'IA a fait, il approuve la prescription de médicaments, le patient en retour reçoit la prescription, reçoit le rapport, et le médicament lui est livré par drone. C'est très troublant de voir ce genre de business model apparaître. Ça veut dire qu'aussi l'activité entrepreneuriale autour de l'IA en santé doit être mieux régulée. Nous nous y attelons en Europe, bien évidemment, avec l'AI Act, la loi sur l'intelligence artificielle, je vais y revenir dans un instant. Mais il faut bien se rendre compte du fait que le clinicien, le médecin, le pharmacien, l'infirmier ne peuvent pas être remplacés par des systèmes d'IA. Et comme vous voyez à l'écran, il y a plein d'études où vous avez des scientifiques qui ont des thèses de doctorat, qui sont profs à l'université, etc., qui conçoivent des études où on montre que l'IA est plus efficace que l'humain. Dès le début 2025, on commence à voir l'apparition d'énormément d'études qui montrent non seulement que l'IA est meilleure que le clinicien tout seul, mais que l'IA est meilleure que le médecin avec l'IA, qui est meilleur que le médecin tout seul. Il y a en gros une envie de montrer que le système est bon, ça on l'a compris, mais c'est un gros défaut que de faire des études où on met en place une supériorité. Et je défie n'importe quel entrepreneur de faire tourner un hôpital un seul jour, 24 heures d'affilée, sans clinicien, et que avec de l'IA. Et ils vont tout de suite se rendre compte de à quel point ces études c'est du n'importe quoi, mais aussi de comment la démarche est erronée. Parce que sous ces articles, il va y avoir des articles de presse qui vont sortir, qui vont dire aux médecins vous êtes pire que l'IA, aux radiologues, l'IA vous dépasse. Alors j'ai ouvert une consultation de psychiatrie spécialisée qu'aux médecins pour les rassurer, vous pouvez répéter un leasing de Porsche, ne vous inquiétez pas, vous allez garder votre revenu dans les années qui vont suivre. Il faut rassurer les médecins parce que ce genre d'article de presse dégoûte le corps médical. Et dégoûte le corps médical d'innovations qui peuvent potentiellement améliorer la qualité des soins qui sont offertes à nos patients. La leçon 7, c'est qu'il faut gérer et modérer les attentes des différentes parties prenantes. Alors, qui sont les parties prenantes autour de l'intelligence artificielle ? Vous allez avoir les patients, bien évidemment. Vous allez avoir aujourd'hui des systèmes d'IA qui vont potentiellement réduire le nombre de réhospitalisations, qui vont réduire le nombre de consultations, qui vont réduire le nombre de prescriptions faites. Mais aujourd'hui, en Belgique, pouvons-nous déployer ces systèmes ? Pouvons-nous déployer ce système, sachant qu'aujourd'hui, en Belgique, moi, en tant que médecin, ça me fait plaisir si un patient repasse à l'hôpital. Je peux lui refacturer une consultation. Je peux lui refacturer une hospitalisation. Notre système hospitalier est basé sur la consommation de soins. Alors, comment va-t-on gérer le fait qu'il y a des IA qui vont diminuer la quantité de travail à l'hôpital, ou la changer, et donc causer à la fois une perte financière pour l'hôpital qui adopte la technologie parce qu'ils l'ont payée, et une perte financière sur les soins facturés aux patients. Aujourd'hui, il y a un réel questionnement parce que les citoyens ne vont pas tarder à nous poser la question « Pourquoi nous, on n'a pas ce système en Belgique ?» Alors que ça existe par exemple aux États-Unis, aux Émirats arabes, en Israël, etc. Deuxième partie prenante, c'est les industriels. Nous avons mené différentes études depuis 2021 pour comprendre comment l'IA est adoptée dans différents secteurs. Et ce que l'on voit, c'est que le milieu industriel a des attentes court-termistes et moyen-termistes, tandis que le milieu de la santé a des attentes long-termistes.
Alors aujourd'hui, dans des partenariats, par exemple, industrie pharmaceutique, hôpital, où une technologie est utilisée, une technologie d'IA est utilisée pour mettre en place un projet pilote, après quelque temps, le projet pilote va se terminer. L'hôpital va donc devoir choisir de vraiment payer la technologie s'ils veulent continuer à l'utiliser. La plupart du temps, ils ne peuvent pas se la payer. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Mais ça a comme conséquence que les patients qui ont été habitués à utiliser une certaine technologie pendant la durée d'un projet pilote, et nous en Belgique nous adorons les projets pilotes, c'est de se dire, ok, où est ma technologie? Pourquoi est-ce qu'on cesse de me la faire utiliser? Pourquoi mon hôpital ne me rembourse pas ma technologie? Et nous sommes seulement au balbutiement du remboursement des technologies d'IA en Belgique. Ça ne fait que depuis 1 mois et demi que 7 applications de santé digitale sont remboursées à titre définitif en Belgique. 1 mois et demi. Donc on est seulement au commencement de cette attente. Il faut donc modérer aussi l'attente vers les industriels qui doit s'aligner avec celle des professionnels de santé qui ont des besoins plus long-termistes. Aussi, bien évidemment, les attentes des hôpitaux qui ont des besoins de financement et d'accompagnement en termes d'intelligence artificielle. La leçon numéro 8, c'est que nous n'avons aucune idée de comment nos concitoyens utilisent les technologies d'intelligence artificielle. Et nous n'avons aucune idée de à quel point ils mettent à risque leur propre santé en utilisant les technologies d'intelligence artificielle. Plusieurs collègues me rapportent désormais que des patients qui sont malades de longue durée, qui sont dépendants d'un certain traitement, cessent complètement de prendre le traitement après une discussion avec l'intelligence artificielle et sans demander l'avis au médecin. C'est une réalité aujourd'hui. Vous n'avez aucune idée de comment les concitoyens utilisent l'IA. Et c'est urgent que le monde politique doit mener des grosses études à grosse échelle sur tout le territoire belge pour comprendre comment le citoyen utilise ces technologies. Combien de personnes se suicident suite à l'usage d'intelligence artificielle? On a déjà 2 cas documentés dans la presse générale. 2 cas. Comment et combien de personnes développent des relations sentimentales avec l'intelligence artificielle? Un suicide est survenu en décembre 2024 d'un jeune qui a démarré une relation sentimentale avec un chatbot d'intelligence artificielle. Combien de personnes utilisent une IA comme thérapeute personnel? C'est plus répandu que vous ne l'imaginez. Et enseigner aux citoyens, via le biais du politique, via le biais du pouvoir d'action publique, que l'IA a des limites. Moi aussi, j'ai des peignes à la maison, ce n'est pas pour autant que je sais m'en servir. De même, quand on utilise des intelligences artificielles, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que l'IA sait répondre que je peux tomber amoureux d'elle. Et de même, énormément de scientifiques pensent que l'IA peut être empathique. Et donc, s'amuse à comparer via des études l'empathie des intelligences artificielles avec l'empathie des cliniciens. C'est un non-sens. Pour tous ceux qui étudient l'intelligence artificielle, on sait que c'est juste une réponse basée sur une probabilité statistique et qu'il n'y a pas de véritable conscience, voire émotion, qui peut être développée. Pour développer une émotion, il faut en effet être soumis à la condition humaine, de naître dans un corps, de devoir mourir un jour, de devoir souffrir, de devoir éprouver du bonheur. C'est quelque chose que nous avons le privilège d'avoir. Mais tout ça, les citoyens, souvent, ne le savent pas. Et même des scientifiques formés, parfois, comme vous l'avez vu avec des études, ne le savent pas non plus. L'avant-dernière leçon numéro 9, c'est que nous avons une législation sur l'intelligence artificielle qui est appelée l'AI Act. Probablement que mes collègues vont y revenir là-dessus plus tard. Tout ce que je veux vous dire, c'est que notre quintuple hélice autour de la santé doit être soutenu en termes d'intelligence artificielle et de conformité par rapport à la loi sur l'intelligence artificielle, parce que nous ne sommes pas prêts. Nos petites et moyennes entreprises qui font de l'IA risquent d'être noyées dans la compliance contre l'intelligence artificielle, pour l'intelligence artificielle sur l'acte. Pourquoi? Parce qu'on estime que les coûts de la compliance vont aller entre 120 et 130 000 euros. Et toutes les PME risquent de couler sous le coût de la compliance face à l'AI Act, qui est une bonne chose, et qui est à la fois trop et pas assez pour le milieu de la santé. Certains critères, notamment de la loi sur l'intelligence artificielle, ne prennent pas en compte le fait que, pour le milieu de la santé, il faut des mesures spécifiques, et en particulier par rapport à l'adoption des technologies, il faut avoir des métriques obtenues réellement avec des études cliniques. Et ça, malheureusement, la plupart des producteurs d'IA n'ont pas ces métriques. Par ailleurs,
L'hôpital qui veut déployer une solution d'IA doit désormais avoir un plan de formation obligatoire pour l'intelligence artificielle, avoir des experts qui savent mettre un stop à l'IA quand ils reconnaissent que ça tourne mal, ou reconnaître et connaître suffisamment l'IA pour pouvoir la juger, pour pouvoir la critiquer en interne et former les collègues. Combien d'hôpitaux pensez-vous qui ont ce genre de compétences à leur sein? Pas beaucoup. C'est pour ça que nous avons commencé des programmes de formation en IA en santé pour les professionnels, mais pour étudier ce genre de choses et pour former les professionnels de l'avenir. Mais nous sommes trop tard. Désormais, tous les hôpitaux auront besoin de ces professionnels. Leçon numéro 10. L'IA, comme toute technologie, a un impact sociétal. Et je vais vous faire l'exemple du temps gagné. J'ai mis le micro-ondes, bien évidemment, à l'écran, parce que le micro-ondes, quand il était développé, le but était de faire épargner du temps pour la femme au domicile. On est en Amérique en 1950, et il fallait épargner du temps à la femme pour qu'elle s'occupe d'elle-même et qu'elle soit plus heureuse. C'est bien évidemment des hommes qui ont désigné le micro-ondes pour des femmes, ça, vous vous en doutez bien. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'après le déploiement du micro-ondes, 8 heures en plus par moyenne par semaine étaient passées au ménage, alors qu'on venait d'adopter le micro-ondes. Pourquoi? Parce que l'attente du mari face à sa femme avait changé. Puisqu'elle n'avait pas passé son temps à cuisiner, qu'est-ce qu'elle avait fait de sa journée? Et pourquoi elle ne prend pas plus en charge les enfants? Et pourquoi elle ne s'occupe pas de ses parents? Etc. etc. Bien évidemment, en 2025, il n'y a plus de problème de sexisme et de ce genre de répartition de tâches à domicile. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut réfléchir au préalable à l'impact que les technologies ont sur notre société. Si on dit que les technologies d'IA débarrassent 20 à 30% du temps pour les médecins, comment va-t-on occuper les 30% de temps qu'on a libérés? Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir consulter 30% en plus? Ou bien les 30%, on peut les exploiter pour aller au golf ou autre? À savoir. Ma dernière slide, vous êtes des citoyens engagés, vous êtes des citoyens qui osent l'avenir. Notre rôle collectif est celui de défendre la santé face à l'inconnu. Nous sommes désormais dans un territoire inconnu, géopolitique, relatif à l'humanité, relatif à la science. Il n'y a que notre libre examen, il n'y a que notre façon de vouloir avancer, nos valeurs qui peuvent nous mener de l'avant. Et je compte sur vous tous pour intégrer au mieux les messages de ce soir, parce que vous n'êtes pas une guerre en retard, vous êtes 10 guerres en retard. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation et les messages pour le politique et les messages, je pense, pour toute l'Assemblée. C'est bien noté en tout cas. Et je vous propose tout de suite de passer à notre deuxième intervenant, Monsieur Ferdinand Casier de chez Agoria. Vous avez la parole. Voilà. Ok, merci. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation pour ce soir. C'est toujours une belle opportunité de pouvoir parler de l'IA à un public assez varié. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas très bien qui est dans la salle, qu'est-ce que vous faites au quotidien, et est-ce que vous êtes déjà vachement occupé avec l'IA ou peut-être pas du tout. Voilà, je serais très curieux d'avoir vos questions aussi par la suite. Bien, juste un petit mot sur ce que je fais chez Agoria. Agoria est la fédération des entreprises technologiques, donc au niveau national. Et depuis 2018-19, je m'occupe essentiellement de tous les programmes IA qu'on met en place, entre autres avec les régions. Et donc j'ai un groupe de travail avec plus ou moins 150 sociétés qui sont basées en Belgique et qui offrent sur le marché belge de l'expertise et des produits en IA. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel je travaille. Je voudrais commencer avec ce slide-ci, la loi d'Amara, qui dit vraiment qu'on a tendance à surestimer l'impact d'une technologie sur le court terme et à sous-estimer son effet sur le long terme. Je crois qu'on a tellement parlé d'IA ces dernières années, c'était un tel buzz que ça a été quand même vachement exagéré par rapport à tout ce qui a été dit. Et que, voilà, il faut un peu revenir les deux pieds sur terre, tout en n'oubliant pas l'impact quand même sur le long terme qui, lui, va vraiment être significant et qui sera peut-être bien sous-estimé à partir du moment où on dévie un peu. Quand on regarde ce slide, moi j'ai regardé pendant au moins 5 minutes encore cet après-midi, je me suis dit, il y a cette ligne noire qui représente comment est-ce que l'humain pense le futur.
Et j'ai trouvé ça un peu trop linéaire, en fait, comme ligne. Parce qu'avec l'IA, en fait, le temps se raccourcit très très vite. En fait, c'est une technologie qui évolue tellement rapidement que pour nous, humains, absorber tout ce qui vient sur nous, c'est quand même vachement compliqué. Il faut quand même l'admettre, c'est pas évident du tout de suivre tout ce qui se fait. Je crois que quasi toutes les semaines, il y a une nouvelle technologie en IA qui sort, il y a des nouveaux développements. Donc pour suivre ça, c'est un sacré défi. Mais là, je crois qu'actuellement, il y a le petit pointillé là sur le slide, c'est plus ou moins l'endroit, je crois, où on se trouve, où par rapport à la productivité, on ne voit pas encore beaucoup d'effets. Comme l'a bien dit Giovanni, il y a beaucoup de POC, de projets pilotes en Belgique. Mais avant que ces projets pilotes rentrent vraiment dans une phase d'opérationnalisation, il faut une étape supplémentaire. Et comme a dit encore quelqu'un d'autre, il y a je ne sais plus qui m'a dit, mais au fait l'IA c'est 10% de technologie et 90% de change management, donc de trajet en interne pour pouvoir convaincre tout le monde et surtout apprendre à tout le monde à absorber ça correctement. Donc voilà, je voulais vraiment commencer avec ce petit slide-là pour surtout retrouver un certain équilibre, et ce n'est pas parce que je travaille pour Agoria, qui est la fédération de la technologie, que je suis là pour faire un message tech push, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif est d'avoir plutôt un discours équilibré, enfin je l'espère, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Bien, je voulais aussi lier par rapport à ce qui m'a été demandé, donc de plutôt parler sur l'IA et les jobs, l'emploi, quand même lier ça un petit peu aussi à la productivité, parce que voilà, les deux vont quand même assez bien ensemble. Et en parlant de la productivité en Belgique ou même en Europe, on est quand même dans une situation un peu compliquée actuellement. Vous voyez 3 périodes sur ce slide, 95-2005, 2005-2015, 2015-2024. Et on voit que là, la productivité est quasi nulle. On est à 0,4 plus ou moins pour la Belgique, ce qui n'est encore pas trop mal au niveau européen. Mais c'est quand même très bas. Quand on voit la période 95-2005, on était à 1,5 au niveau productivité. Quand je dis au niveau productivité, c'est la croissance annuelle. Pardon, je corrige, c'est la croissance annuelle de la productivité. La croissance annuelle. On était à 1,5 de croissance annuelle dans la période 95-2005 et maintenant on n'est plus qu'à 0,4 plus ou moins pour la Belgique. Alors est-ce important, la productivité? Eh bien oui, surtout quand on voit dans le contexte plutôt global. Sur ce slide-ci, on voit l'évolution de 2000 jusqu'à 2022 et on voit bien que l'écart se creuse avec les États-Unis entre autres. Bon, la Chine n'est pas sur ce slide-là. C'est une étude d'ING qui est pas mal du tout. Donc ceux qui sont vraiment intéressés à creuser ce genre de sujet-là, je conseille vraiment l'étude d'ING qui s'est aussi un peu penchée sur la Belgique. Mais on voit bien que là, il y a une issue un problème de productivité qui peut mettre à mal la compétitivité de nos entreprises. Et donc, à partir du moment où les entreprises ne sont plus compétitives, elles vont perdre des marchés, il peut y avoir des faillites, des pertes d'emplois. Ce n'est pas l'idéal naturellement pour une économie. Donc il faut quand même faire en sorte qu'on garde cette productivité à un certain niveau. Encore un dernier slide avec des chiffres qui reprend un peu pour la Belgique, donc, qui est en bleu ici, et pour la période 2015-2022, donc ce niveau de 0,4. Par rapport aux États-Unis, qui maintenant est à 0,9 plus ou moins, donc de croissance de la productivité annuelle. Quand on regarde, et c'est toujours la même étude d'ING, l'impact que pourrait avoir l'IA sur cette productivité ou cette croissance de productivité annuelle, on estime que c'est entre 0,1 et 0,5 points. Ce qui est beaucoup. 0,5, c'est vraiment énorme. Si l'IA apporte une augmentation de productivité annuelle de 0,5, on double quasi notre évolution annuelle que ce qu'on a actuellement. Donc, il y a quand même tout un potentiel là derrière qui ne peut pas être négligé, sachant qu'aux États-Unis, ils grandissent toujours beaucoup plus vite. Donc ce retard, je ne sais pas comment on va le rattraper, il est en train de se creuser, et actuellement, tous les chiffres nous disent que ça va continuer à se creuser. Donc ils seront nettement plus productifs à ce niveau-là. Un autre slide, bon, je quitte un peu plus l'aspect macroéconomique pour rentrer peut-être plus dans des secteurs. C'est un slide intéressant qui vient
d'une étude McKinsey, où je suis parfois un peu prudent par rapport à ce qui sort, mais bon, ici, ça c'est intéressant. On a sur la colonne verticale les secteurs, et, pardon, sur les lignes, je dirais, les lignes horizontales, les secteurs, et dans les colonnes verticales, plutôt les départements au sein d'une entreprise. Alors, plus c'est bleu, plus ça a de l'impact. Donc, je ne sais pas où vous travaillez, dans quel secteur, et ce que vous faites dans ce secteur, mais quelque part, chacun devrait pouvoir se positionner dans un des blocs. On voit par exemple que si vous travaillez dans un département marketing et vente, ouais, là, vous êtes vachement impacté, quel que soit le domaine. Un peu moins dans le secteur public, je vois. Bon, il y a peut-être moins de marketing là, je ne sais pas. Mais il est moins bleu, en tout cas, par rapport aux autres. Alors, quel est par exemple un secteur où on voit un bleu bien intense? C'est dans le secteur tech, high-tech, et si on remonte, c'est plutôt ceux qui font du logiciel, donc des développeurs. Là, on voit qu'il y a un gros impact. Et c'est vrai que beaucoup de développeurs, maintenant, développent avec l'IA. Il y a beaucoup de code qui est maintenant, je crois que la majorité du code est écrit par de l'IA, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de développeurs. Justement, on a encore besoin de développeurs qui comprennent la mécanique pour corriger l'IA. Donc, ce ne sont pas des jobs qui vont disparaître non plus. Voilà, j'espère que chacun a réussi à se situer un peu sur ce slide, dans quel bloc il tombe. Ça permet de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait être impacté ou pas. Voilà. Donc, ça, je l'ai expliqué. Je voulais aussi proposer une autre étude qui date de 2023, que j'ai trouvée aussi intéressante, faite par Harvard avec l'université de Wharton, où ils ont pris, je crois, plus ou moins 800 consultants, donc c'est plutôt des travailleurs, je dirais, intellectuels, des consultants. Et ils ont fait deux groupes, un groupe qui travaille avec l'IA, un groupe qui travaille sans IA, et ils ont mesuré l'efficacité des tâches qui ont été effectuées, des tâches typiques pour un consultant. Et on remarque que fatalement, la productivité a augmenté, hein, de plus ou moins entre 20 et 40%. Mais ce que j'ai trouvé surtout intéressant dans cette étude, c'est que dans l'équipe, ceux qui avaient une connaissance, ou en tout cas des connaissances de base un peu moins fortes, eh bien c'était surtout ces personnes-là qui ont été aidées par l'IA. Ce qui semble un peu logique, hein, vous allez me dire. Et ceux qui avaient déjà un certain niveau se sont aussi fait aider, mais un peu moins, on voit, 17%. Mais c'est quand même un petit message d'espoir aussi pour ceux qui sont peut-être avec moins de connaissances. Je crois que après Jonathan, par rapport à l'enseignement, pourra peut-être aussi en dire quelque chose. Mais ça peut aider ceux qui sont un peu en retard, quoi, et qui doivent rattraper le truc. Alors, est-ce que l'IA peut résoudre nos problèmes de productivité? Oui, en partie, mais on va essayer d'être nuancé. Ici, on reprend à nouveau tous les secteurs qui sont affectés par l'IA. J'ai mentionné là spécialement TIC, Télécom, parce qu'on les a chez Agoria, mais également éducation et santé pour nos deux orateurs ici, où on voit que l'impact de l'IA là est quand même assez important. Et alors, il y a deux barres à chaque fois. Le vert foncé, c'est quand on utilise l'IA de façon un peu basique, et le vert clair, c'est quand on utilise l'IA de façon un peu plus approfondie. Donc ça fait quand même une sacrée différence par rapport à l'impact. Et on voit que tout ce qui est, par exemple, agriculture, ou tout ce qui est construction, est nettement moins impacté. Donc quand on est dans l'IA générative, surtout, je crois qu'il faut voir ce slide surtout par rapport à l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est genre ChatGPT, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'IA qui génère des textes ou qui génère des images. Là, on voit surtout que c'est plutôt les métiers cognitifs, intellectuels qui sont touchés. Mais, je mentionne également l'étude parce qu'elle est très bonne. Elle vient de l'OCDE, elle date du mois de novembre 2024. Donc si vous voulez approfondir le sujet, c'est vraiment une très très bonne étude qui est très équilibrée aussi, qui ne promet pas monts et merveilles. Et voilà, c'est une bonne méthodologie. Et suit également quelque chose où je me pose moi-même encore parfois des questions, c'est par rapport à la robotique. Et donc on voit ici l'impact de la robotique, et on voit que c'est un peu inversé fatalement, que les métiers manuels seront plus impactés par la robotique que les métiers cognitifs. Alors, je crois personnellement que ça va venir beaucoup plus tard, ça va encore prendre pas mal de temps.
même s'il y a quand même pas mal d'évolutions. Moi, j'ai vu des trucs quand même, où j'ai été dans une conférence récemment au niveau européen, où on essaye de travailler sur de la robotique basée sur des modèles fondationnels. Des modèles fondationnels, c'est comme ChatGPT, c'est basé sur un modèle fondationnel. Ça veut dire qu'on arrive alors à avoir des robots qu'il ne faut pas reprogrammer à chaque fois en fonction d'une tâche bien précise, mais on arrive à avoir des robots qui savent interagir avec l'environnement, qui captent vraiment tout ce qui se passe et qui savent s'adapter, et qui apprennent donc aussi beaucoup plus vite. J'ai une petite vidéo par rapport à ça, en espérant que ça marche. Voyons voir si je peux... Ici, je ne vois pas ici sur mon écran. Comment est-ce que je lance ça? Hop. Attendez, un petit instant, parce que ça montre quand même assez bien. Voilà, je vais descendre ici, là. Ok, espérons que ça marche. Non, ça va pas. Ici, si on fait espace. Je vous laisse faire. Voilà. Donc, je ne vais pas montrer toute la vidéo, mais on voit déjà que ce sont des robots qui ne sont plus dans des cages. D'habitude, quand on va chez Volvo, chez Audi, tous ces robots sont dans des cages pour sécuriser l'environnement. Et en plus, ce sont des robots qui font des tâches très précises, chez Audi ou chez Volvo. Ici, ce sont des robots qui interagissent. Donc ceux qui ne veulent plus repasser, c'est quand même assez impressionnant, parce que déjà manipuler de la matière souple, c'est extrêmement compliqué. Il faut pouvoir comprendre comment l'environnement se comporte. Je vais aller un peu plus loin dans la vidéo, parce que je prends un peu de temps. Ici. Non, bon, tant pis, il y avait d'autres trucs. Je voulais avancer un peu la vidéo, mais ça me paraît un peu compliqué avec le laptop ici. Un peu d'aide par... En fait, ici, vraiment, le message est la robotique évolue quand même assez vite. Maintenant, ce genre de robot, avant que ça arrive vraiment dans le quotidien, je crois qu'on en a encore pour un bon bout de temps. Mais voilà, je crois que par rapport à l'emploi, ça peut aussi avoir un certain effet. Pourquoi il t'a planté? Ouais, je ne sais pas. C'est marrant ça. Et à mon avis, dans toutes les études qu'on voit au niveau impact sur les jobs et tout, cet aspect-là n'est pas encore vraiment repris à mon avis. Donc c'est quand même un facteur à garder en tête sur l'impact de job potentiel. Et comme ça, vous pouvez observer mon fond d'écran, voilà. Puisque je suis vétérinaire à la base, ceci explique cela. Oui, bon, autrement c'était 1,27 plus ou moins. 1,27 plus ou moins. Oui, voilà. Ouais. On va relancer là. Et puis après, je vais l'interrompre aussi après une minute. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas mettre en full screen, tu vois. Non. Mais au moins, les gens la verront. Oui, voilà. Vas-y. Et puis, on refera. Ouais. Enfin, je vais rester sur le côté, je Ouais, reviendrai. vas-y. Si ça marche. Ça marche pas. Non. Oui, il y avait encore des trucs assez sympas dans la vidéo, entre autres servir du café, entre autres débarrasser la table, enfin plein de choses comme ça. On se dit, mais tiens, comment est-ce qu'il fait le robot pour comprendre l'environnement? Voilà, c'est quelque chose qui évolue quand même assez bien. Je pense que le PC apprécie juste pas. Tant pis, je vais relancer. Oui, on va relancer les slides alors à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est là. Ah ben voilà, maintenant c'est là. Ça, je le suis. Voilà, ça c'est bon. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Donc voilà. Et donc si on reprend cette étude-ci, qui est aussi une étude qui vient de Goldman Sachs, je crois, celle-là, on voit que finalement, ce sont
que les jobs physiques seraient les moins impactés. Alors là, à nouveau, c'est une étude sur l'IA génératif, genre ChatGPT, parce que ça ne tient pas compte des robots, à mon avis, et ça sera à plus long terme, et que la plupart des jobs seront surtout augmentés grâce à l'IA. C'est un peu ça qui est montré sur ce slide-ci. Et ils font alors quelques exemples. Par exemple, tout ce qui est traduction, c'est pas étonnant, mais les traducteurs vont quand même souffrir. En tout cas, tout ce qui est traduction de base, je crois que si on veut encore une belle traduction, on fera quand même encore appel à un traducteur. Mais tout ce qui est traduction de base ou qui ne demande pas une toute grande qualité, ça fatalement. Il y a énormément qui se fait dans tout ce qui est pour tout ce qui concerne le droit, tout ce qui est contrat, tout ce qui est clause, tout ce qui est même pour les avocats qui commencent à utiliser ça. Donc il y a pas mal de boîtes qui sortent des solutions par rapport à ça. Donc pouvoir consulter très rapidement les grandes bases de données comme le moniteur belge par exemple et pouvoir retirer assez rapidement des informations, ça évolue assez vite. Tout ce qui est développement de logiciel, ça je l'avais déjà mentionné. Et par contre, ici, ceux qui ne risquent quand même pas de perdre leur job, et ça je crois que Giovanni l'a dit, ce sont les docteurs et les médecins, hein, comme c'est écrit sur le slide, on en aura toujours besoin, ça c'est évident. Et je crois que même pour les profs, on en aura toujours besoin. Donc s'il y a bien deux secteurs où ils n'ont pas trop à craindre par rapport à l'IA, c'est santé et éducation. Par contre, ils seront impactés par l'IA. Et ça, c'est de nouveau l'étude de Goldman Sachs. Elle est vraiment intéressante. Enfin, ce slide est vraiment intéressant parce que on voit le degré d'impact sur un job et on estime, si on estime que si un job peut être automatisé, si plus de la moitié du job, donc plus de 50% du job peut être automatisé, alors le job risque de disparaître. Eh bien, si on prend ça comme règle et qu'on regarde ce slide, on peut se dire qu'il y a plus ou moins 4 à 5% de jobs qui vont disparaître. Plus ou moins, 4 à 5% de jobs. Ce n'est pas si énorme que ça par rapport à ce qu'on entend parfois dans les médias. 4 à 5%, et c'est assez logique aussi quand des nouvelles technologies arrivent. Quand l'électricité est arrivée, l'allumeur de réverbère qui, le matin, allait éteindre les bougies et le soir allumer des bougies en ville, il a perdu son job. Donc toute technologie emmène un changement fatalement et il y a des jobs qui se perdent, mais ça reste quand même assez limité. Par contre, ça est quand même important à bien regarder, 60% des jobs sont impactés. 60% des jobs sont impactés. Ça veut dire que la façon dont vous allez effectuer votre job va évoluer, va changer. Et ça, il faut bien le comprendre parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à se former là-dessus. Donc je suis bien content qu'après il y a un orateur sur la formation parce que c'est tellement important de se former et de voir comment est-ce que ça va impacter votre job. Voilà. D'autres chiffres d'un rapport très récent du Forum économique mondial, ça date de janvier 2025. Là, eux prévoient que, bon, c'est au niveau global, 170 millions d'emplois seront créés, alors que 92 millions seront supprimés. Donc on est vraiment avec un delta positif. C'est quand même assez étonnant d'avoir des chiffres même aussi forts de la part du Forum économique mondial, qui d'habitude est quand même plus modéré, je crois. Mentionnant quand même aussi que 39% des compétences actuelles deviendront obsolètes. Donc la formation deviendra ou est déjà capitale. Si je mets ça à l'échelle de la Belgique, je retourne à l'étude ING et on retrouve au fait sur la deuxième partie, la partie monde, on retrouve là à nouveau ces 40% ou ces 39% qui sont impactés, donc 23 et 16, plus ou moins 39 quoi, alors qu'on voit qu'en Belgique l'impact est encore plus grand. Et ça rejoint l'autre slide où 60% est impacté. Donc voilà, je crois que ça fait réfléchir ces chiffres. Et la seule solution, c'est la formation. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est de se former. Les atouts de la Belgique, je vais aller peut-être un peu plus vite sur ces slides-là pour gagner un peu de temps. Juste peut-être celui-ci. C'est au niveau capitalisation
des sociétés IA dans le monde. Enfin, dans le monde, c'est surtout ici les États-Unis par rapport à l'Europe et un peu Israël et le Royaume-Uni. Et on voit que OpenAI, donc OpenAI, c'est ceux qui ont mis sur le marché ChatGPT, hein, donc c'est cette boîte-là. Au niveau financier, c'est juste gigantesque. On voit que d'autres boîtes américaines tout simplement gigantesques, et on voit que l'Europe, c'est en jaune, ce sont des toutes petites boules. Et donc on est un peu, je ne vais pas dire insignifiant par rapport aux États-Unis et même aussi par rapport à la Chine qui n'est pas sur ce slide-ci. Mais bon, il y a quand même du boulot à ce niveau-là. Et en effet, je crois qu'une approche européenne est la seule et unique solution pour avoir de l'impact. Là, je vais passer ces slides-ci, c'était par rapport au secteur TIC, mais ça en Belgique. Je vais skipper ça. Quand même juste mentionner qu'on est quand même encore toujours avec plus de 6500 offres d'emploi dans le secteur. Donc même si ça a diminué un petit peu, ça reste quand même énorme. Voilà. Je vais m'attarder plutôt sur ces slides-ci. Quand même quelque chose de bon dans toutes ces études aussi. L'étude ici vient de la Cour des comptes européenne. Donc on peut aussi dire que la Cour des comptes européenne est assez neutre. Elle met la Belgique sur le podium, donc en 3e position, pour l'adoption de l'IA. C'est quand même pas mal. Je crois que Giovanni l'a aussi dit, par rapport aux cliniciens qui adoptaient l'IA, ça se faisait quand même assez facilement. Eh bien, ça se traduit également sur ce slide-là. On est sur le podium, aussi bien en 2023 qu'en 2024. Donc, et en effet, il y a quand même pas mal de projets pilotes, mais qui devraient peut-être plus vite rentrer en opérationnalisation. C'est quand même un bon signe. Je mentionne aussi que les 3 régions en Belgique ont des beaux programmes IA, que ce soit la région wallonne avec le programme Digital Wallonia for AI, ou la région bruxelloise avec Sustain.Brussels. C'est chaque fois des programmes qui sont là pour aider aussi bien les citoyens que les entreprises à adopter l'IA. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans une entreprise, à faire appel à ces programmes-là. Ils sont là pour vous aider à adopter l'IA. Je mentionne également ici au niveau compétences essentielles, ça vient de nouveau du même rapport là, de janvier 2025. Voilà un peu les compétences qui ont été citées. Bon, IA arrive en première position, hein, ça n'étonnera personne. Par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on voit en 3e position la pensée créative, en 4e position la résilience, la flexibilité et l'agilité, en 5 la pensée analytique. Donc il y a plein de compétences humaines qui sont absolument indispensables pour contrebalancer un peu l'IA. Donc je crois que ça valait aussi la peine de le mentionner. Et alors un tout petit mot quand même aussi par rapport à l'IA agentique. Alors, j'avais déjà montré la petite vidéo sur la robotique, parce que la robotique nouvelle, comme je l'ai montré, ça me pose encore un peu question. Je ne sais pas quels seront les effets sur l'emploi par rapport à ça. Et je me pose un peu aussi la même question par rapport à l'IA agentique. C'est quoi l'IA agentique, en fait? C'est quelque chose qui est maintenant déjà depuis 1 an et demi quand même fort en vogue. ChatGPT, vous écrivez, vous avez un texte, c'est sympa, vous vérifiez bien, c'est bien. Ici, avec l'IA agentique, ce sont des agents qui vont effectuer des tâches directement pour vous. Alors, je vais peut-être donner un petit exemple. Et j'ai préparé un petit exemple live, plus ou moins live, si j'arrive à le retrouver. Hop, ici. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Non, ce sera ici. Et à mon avis, ouais, c'est ça. Ah, je vais d'abord passer... Voilà. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai été sur un site chinois, ne me tirez pas dessus, qui s'appelle Manus, et j'ai demandé, parce que bon, je travaille pour la fédération, j'ai fait une demande de tâche, ce qu'on appelle un prompt, et j'ai dit, tiens, fais-moi une analyse du secteur IA en Belgique, regarde bien par rapport à tel et tel et tel paramètre, et j'ai rajouté, présente-moi les résultats sous forme de site web. Et bien 20 minutes après, j'avais mon site web. Ça a pris 20 minutes. Et j'ai pu voir toutes les étapes qu'il a fait. Il a scrappé aussi, donc il a vérifié LinkedIn, il a vérifié Twitter, il a vérifié tous les rapports qui pouvaient exister. J'ai bien mentionné aussi de mentionner toutes les sources.
Alors, je ne sais pas si je peux le faire afficher sur l'écran. Florent arrive. Ouais. Alors ça, c'est juste, voilà, juste pour vous montrer ce que j'ai fait en 20 minutes, au fait. Alors que je ne suis pas du tout, je ne sais pas coder, je ne sais absolument pas faire de site internet. Si tu fais Windows P, ça duplique l'écran. Windows P, ouais. Tu fais dupliquer. Ah ben voilà, ouais, ok. Donc voilà, il m'a fait ça en 20 minutes. Là où il a un peu foiré, c'est que j'avais demandé de faire dans le branding d'Agoria. Je n'ai pas tout à fait notre branding, mais bon. Mais c'est quand même pas mal parce que c'est quand même un site où ben voilà, on a plusieurs onglets, ça va sur l'étude. Hop, ah oui, là je ne l'ai pas actualisé fatalement. Ah, zut. Bon, tant pis. Comme c'est, est-ce que je sais retourner? Est-ce que je sais descendre ou pas? Bon. Hop, peut-être que je sais descendre ici. Je vais juste faire ça. Et tout ça pour dire que ces agents, ben, ils vous préparent tout, ils vous font des bons slides et tout. J'ai demandé aussi de faire un petit guide des sociétés IA en Belgique. Il m'en a sorti quelques-unes, certainement pas toutes, mais voilà, on en voit quelques-unes. Il m'a fait carrément en bloc et tout, avec un profil. Je me suis dit ça en 20 minutes. C'est pas mal. Donc, ChatGPT génère du texte, les agents vont exécuter. Ce seront vos assistants personnels. Et par rapport au débat de la productivité qu'on a eu au début, actuellement, on ne voit pas encore très bien au niveau macroéconomique, ça ne se traduit pas encore dans les chiffres macroéconomiques. Est-ce que ça a de l'impact sur la productivité? C'est un peu normal, cette nouvelle technologie, ça prend du temps. Et c'est aussi normal parce que l'IA générative a surtout un intérêt individuel, je dirais. Par rapport à ChatGPT, c'est plutôt au niveau de la personne. Par contre, ici, avec les agents, on est au niveau des processus, des process. Et alors là, on va plutôt voir l'impact par rapport à la productivité. Donc voilà, c'était quelque chose que je souhaitais vous montrer. Je ne vais pas revenir au PowerPoint parce qu'on va de nouveau chipoter, donc je préfère rester comme ça. Mais c'est plus ou moins la fin de ma présentation. Je voulais encore juste mentionner, mais je l'avais déjà dit très brièvement, qu'il y a vraiment des beaux programmes au niveau bruxellois, au niveau wallon, entre autres un qui s'appelle Startia. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Startia. Ici, là, je vois les jeunes là, qui connaissent Startia, super. Et donc c'est un programme subsidié par la région bruxelloise et par la Wallonie, mais aussi par la région flamande. Donc on a ce même programme dans les 3 régions, et qui aide les entreprises, les PME, à comprendre ce que l'IA va signifier pour elles. Donc il y a un expert IA qui va travailler 3 à 4 jours avec eux pour établir un plan, un roadmap, comme on dit, pour voir, mais tiens, quel sera l'impact de l'IA pour mon entreprise. Et je crois que c'est tellement important de faire cette réflexion stratégique avant de se lancer dans un projet. Ça permet de voir un peu ce qui est possible, quel sera l'impact, quel est le bon projet à démarrer au bon moment. Donc voilà, si vous êtes tenté par cette aventure-là, Startia est une opportunité à ne pas rater. C'est subsidié pour du 70%. J'arrête ma pub ici. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Casier pour votre intéressante présentation, et je propose, avant de passer aux questions-réponses, d'accueillir notre dernier invité de la soirée, Monsieur Jonathan Ponsard, qui est ingénieur pédagogique chez Digital Wallonia. Vous avez la parole. Voilà, bonjour à tous. Tout d'abord, je ne travaille pas pour Digital Wallonia, mais ce n'est pas grave. Je travaille pour TechnoFuturTech. Non, pas de souci. Je suis très heureux de pouvoir vous partager mon expertise. J'espère que je vais pouvoir amener une pierre supplémentaire à ce que nos 2 confrères ont présenté juste avant. Donc moi, je vais m'intéresser vraiment au secteur de l'éducation et de la formation. Et je vais vous raconter un peu ce qu'on a mis en place avec TechnoFutur. Je vais surtout vous présenter le parcours référent IA. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un référent IA ici dans l'Assemblée, ce qui n'était pas prévu.
vous montrer quelques usages qu'on en fait dans l'enseignement. J'avais envie de vous montrer des outils concrets aussi pour que vous voyez exactement ce qu'on peut déjà faire dans l'enseignement et dans la formation. Et enfin, des points d'attention, quels sont les défis et les enjeux pour l'éducation. Alors moi, au départ, je suis instituteur primaire. Je suis formateur aussi en pédagogie active et technopédagogie. Et je suis responsable de l'EduLab. Je vais un peu vous expliquer ce que c'est que l'EduLab. Ici, on a parlé de robotique, mais j'avais envie de vous mettre quelques petites photos qui montrent un peu ce que c'est aussi la technopédagogie. Donc la technopédagogie, c'est celui qui va apprendre à intégrer les technologies dans les apprentissages ou dans les classes. À gauche, ici, on voit des enfants qui programment un robot. Ici, des élèves qui regardent une ruche et qui vont apprendre à connecter la ruche. On est déjà chez des tout petits. Concours de robotique. Et par exemple, ici, c'est une petite de maternelle qui joue à Minecraft Éducation et qui développe des compétences en savoir structurer l'espace. Donc c'est le genre de choses qu'on va apprendre ici avec Technofutur et l'EduLab. Alors Technofutur, c'est un centre de compétences en Wallonie qui est vraiment axé sur la formation numérique et le développement de compétences. On a aussi des rôles de veille et de sensibilisation. On a 3 publics cibles, les demandeurs d'emploi, les entreprises et l'enseignement. Ici, par exemple, en 2023, on peut voir qu'on a formé 2600 profs, 5000 élèves, 500 écoles. Donc on commence vraiment à avoir un impact assez important sur l'enseignement. En 2018, on a eu une petite intuition, on a créé un EduLab. Un EduLab, c'est un espace pédagogique et numérique d'innovation. C'est beaucoup de mots pour surtout mettre en avant que derrière, on a réussi à rassembler toute une équipe d'experts qui vont nous aider à développer des projets. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Parce que ce sont ces experts-là qui ont développé le parcours référent IA que je vais vous présenter par après. Quelle est l'importance de cette équipe? C'est que la plupart des formateurs que je coordonne sont encore tous sur le terrain. Ils sont tous des enseignants, de la maternelle au supérieur. Donc par rapport à d'autres projets, on est directement en relation avec les apprenants et avec les besoins des structures qu'on va former. Alors le projet qui nous intéresse, c'est le projet Parcours référent IA. En novembre 2022, apparaît ChatGPT pour le grand public. Première remise en question, est-ce qu'on l'utilise dans l'éducation, est-ce qu'on ne l'utilise pas, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ce sont toutes les premières questions. On a quand même pris 1 an à réfléchir à ça avant de se lancer, parce que je pense que les organismes de formation ont eu très peur de se dire on va former à l'IA sans savoir où on va. Donc pendant 1 an, on a vraiment fait une veille réflexive autour des différents outils. On a expérimenté, on a fait quelques colloques, quelques formations, quelques tests dans les écoles, etc. En février 2024, on lance le programme AI for Edu, je vais en expliquer par après. Une déclinaison de ce programme va être le parcours référent IA. Et en moins d'une année, on a formé 2000 enseignants et certifié 50 référents IA qui ont fait presque le parcours entier. Donc en moins d'une année, 2000 enseignants sont venus se former à l'intelligence artificielle. Donc on sent qu'il y a un réel besoin et une masse d'enseignants à former. Alors avant de vous présenter le parcours référent IA, Technofutur, il n'a pas décidé de faire ça tout seul. Encore une fois, parce qu'on ne savait pas trop où on allait avec l'IA, même si on a beaucoup testé. On l'a fait en collaboration avec des universités, avec des hautes écoles, avec d'autres centres de compétences, avec Google Éducation, avec Microsoft Éducation, avec d'autres espaces de formation. Et ensemble, on a décidé de développer le projet référent IA. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux projet référent IA? Ce sont des modules de formation à la carte. C'est un parcours qui est modulable et qui est flexible. Donc quand un enseignant souhaite faire le parcours, il va choisir les différentes formations qu'il va vouloir faire. Donc il crée carrément son parcours en fonction de ses besoins. C'est un parcours d'une 40aine d'heures. Vous voyez la première étape, c'est la porte d'entrée. Ça, c'est déjà la V2 du parcours, parce que certains ont déjà fait, le parcours a déjà évolué 3 fois. On a proposé 2 portes d'entrée dans notre parcours, une porte d'entrée pour les enseignants et un public auquel on n'avait pas pensé tout de suite, pour les directeurs d'école. Donc maintenant, il y a 2 moyens de rentrer dans le parcours. Soit je suis enseignant et je veux intégrer l'IA dans mes pratiques, soit je suis directeur d'école et je veux améliorer mon plan de pilotage, je veux améliorer ma communication, je veux améliorer ma gestion d'équipe. Ensuite, à l'étape 2, mais je vais y revenir par après, les enseignants peuvent spécialiser leur formation. Est-ce que je veux utiliser l'IA en tant que tuteur? Est-ce que je veux utiliser l'IA pour mieux évaluer? Est-ce que je veux utiliser l'IA pour être créatif? Est-ce que je veux utiliser l'IA, on en a parlé tout à l'heure, pour déjà apprendre à automatiser des tâches? Ça, c'est déjà un module un peu plus avancé. Et tout à la fin, on reprend ces personnes-là et on revient un module où on va penser sur sa posture. Qu'est-ce que l'IA va changer? Comment ensemble on va pouvoir l'utiliser? Donc on a vraiment 3 étapes. La première, j'explore, je rentre dans le parcours, je me spécialise et puis je deviens référent IA. Globalement, 40 heures de formation, même si certains en font davantage. Donc, je vous ai parlé de la première étape et j'avais envie de vous montrer un peu quelques exemples. La première chose qu'on fait, et ça a été expliqué dans les deux présentations précédentes, c'est que tout d'abord, on rassure les enseignants. L'IA ne va pas les remplacer, et on a pu en parler juste avant.
L'IA, c'est une discipline, et d'ailleurs on met intelligence artificielle au pluriel parce qu'il existe différents types d'IA. C'est une discipline qui va essayer d'imiter les comportements humains, mais qui ne va pas le faire avec la même réflexion qu'un être humain, qui ne va pas le faire avec les mêmes capacités de créativité. J'étais content de voir la pensée créative en troisième lieu. Bien que, ici je voulais vous poser la question, c'est un petit jeu qu'on fait en formation. Une des images parmi les 4 a été générée par l'IA. Qui pense que... ce sont des icebergs, c'était le thème de l'iceberg. Qui pense que c'est la première? Qui pense que c'est la deuxième? Oula. Qui pense que c'est la troisième? Et qui pense que c'est la quatrième? Alors ici dans le jeu, c'était la troisième. Donc bravo à nos champions de détection de l'image, détection de l'IA, mais on se rend compte que l'IA évolue très très vite et ça devient très difficile à l'heure d'aujourd'hui de voir si une image a été produite par l'IA ou si un texte a été produit par l'IA. D'ailleurs, les outils de plagiat ne fonctionnent pas à 100% et ne fonctionnent pas toujours très bien, et c'est encore quelque chose qui est fort en question dans notre parcours. Alors, on va apprendre que l'IA, pour un enseignant, va pouvoir l'aider à concevoir, coacher, adapter et évaluer. Je vais vous montrer quelques exemples. En termes de conception, l'IA va permettre à un enseignant de créer un plan de cours, de planifier l'organisation de son semestre, d'élaborer des fiches de travail, de concevoir des définitions, de générer des slides, de lui amener des idées d'activités, de gérer les horaires et les répartitions de salles. Et dans la présentation précédente, pour moi, ça se relie au fait que, en faisant ça, l'enseignant va gagner énormément de temps qu'il va pouvoir réinjecter à autre chose, à accompagner les élèves à besoins spécifiques ou penser sa pédagogie autrement. Donc ici, il va pouvoir, sur son temps de travail, vraiment gagner du temps pour l'injecter ailleurs. De plus en plus, et on ne l'avait pas prévu au début de notre parcours, c'est devenu un module très important dans la vecteur du parcours, on peut utiliser l'IA pour coacher, on peut utiliser l'IA pour proposer du tutorat, pour générer des exercices qui sont à des niveaux différents, on peut générer l'IA pour produire des feedbacks sur des productions, on peut demander à ChatGPT d'analyser une production d'un élève et de donner des conseils pour l'améliorer en fonction de ses difficultés, par exemple. On peut adapter, ça aussi je fais le lien, on peut personnaliser l'apprentissage en fonction des réponses, on peut générer des définitions différentes. Si vous avez déjà utilisé le mode Canva dans ChatGPT, c'est un mode qui est apparu, il y a un petit truc pour les enseignants, on peut par exemple lui demander de générer le texte si la destination d'enfants de maternelle ou du supérieur. On a une petite jauge comme ça qui permet d'adapter le texte en fonction du public qu'on a. Pour un enseignant, c'est super important. Moi, j'ai enseigné dans une classe de la première à la 6e année. J'avais des élèves de la première à la 6e, à une école rurale. Si j'avais eu ChatGPT me permettant de faire 6 textes nivelés différents en fonction du public que j'avais, j'aurais gagné énormément de temps et ça m'aurait grandement aidé. La question de l'évaluation est une question qui est très très importante. Est-ce qu'on peut encore évaluer de la même manière un travail qui a été fait par un élève au niveau de l'IA? Donc toutes ces questions en lien avec l'évaluation sont très importantes aussi. Mais par contre, l'évaluation l'IA va aider l'enseignant aussi à améliorer son évaluation. Elle peut créer des grilles critériées par rapport à une consigne qui a été donnée, il peut fournir un feedback, il peut prendre en style les styles de questions et les améliorer. Donc le point de l'évaluation est très important. Alors des IA, il y en a beaucoup dans l'enseignement. Il y a des IA généralistes qui n'ont peut-être pas été prévues au départ pour l'enseignement, mais qui s'y retrouvent. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces icônes, mais on retrouve ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, LM Studio, qui permet d'avoir une IA qu'on installe en local sur son ordinateur. Certains enseignants font attention aux données qu'ils vont injecter et préfèrent travailler en local. Et VitaScience, je vous le présenterai par après parce que c'est un petit coup de cœur. Alors la première chose qu'on fait, c'est comparer les forces et les faiblesses des IA. On apprend à l'enseignant de l'utiliser quand on sait que ça va amener une plus-value. On les accompagne à faire attention aux biais, aux hallucinations, parce qu'une IA, quand elle ne sait pas, elle peut inventer des informations. Donc pour un enseignant, il faut toujours faire attention et vérifier ses données, mais c'est valable pour tout citoyen dans tout contexte. N'utilisez pas ce que l'IA a produit pour quelque chose d'important sans avoir vérifié l'information. Et on apprend aussi aux enseignants, aujourd'hui, on a évolué, ça fait déjà 1 an, à utiliser les IA en fonction de ses besoins et de ses valeurs. Alors, un des premiers outils qu'on conseille, c'est un site internet qui s'appelle Framamia, qui va expliquer tout l'impact écologique, le cadre éthique, les conseils juridiques. Et tout à la fin de cette source, je ne sais pas si les liens vous seront partagés, j'espère,
on a toute une série de questions qui permettent à un enseignant déjà de choisir quelle IA il va utiliser. Est-ce que l'outil est transparent? Est-ce qu'il fonctionne sur ma machine en local? Qui est derrière l'outil? À qui appartient l'outil? Qu'est-ce qu'il fait avec mes données, etc. Donc on est déjà dans une optique où on va vraiment apprendre à l'enseignant à faire attention en fonction de ce qu'il va faire. Et puis après, on a des IA spécialisées. On a des tonnes d'IA spécialisées qui sont utiles pour l'enseignant. On a Suno qui permet de générer des musiques. Hugging Face qui permet de créer des chatbots personnalisés, NotebookLM, je vais vous le montrer tout à l'heure, Napkin qui fait des graphiques, Gamma qui fait mes présentations, QuizWizard qui va faire mes quiz, et Magic School, je vais vous le montrer ici tout de suite aussi. Magic School, c'est un des outils qu'on conseille aux enseignants qui veulent démarrer. On a parlé de prompt. Prompt, c'est les demandes qu'on doit formuler à l'IA. Il y a de l'entraînement, il y a de l'art, etc. Magic School, il permet à un enseignant qui ne sait pas prompter d'avoir des résultats. Donc ici, c'est toute une boîte à outils que l'enseignant va pouvoir utiliser. Il clique, et puis un petit formulaire, et il y a une réponse. Il va pouvoir réécrire un texte, il va pouvoir avoir un plan de leçon, il va pouvoir avoir un commentaire de bulletin. Donc, par exemple, il va expliquer ce que l'enfant a fait, etc. Il va générer son commentaire de bulletin de manière bienveillante, s'il veut que ce soit de manière bienveillante. Ça va répondre à ses emails professionnels. Parfois, des enseignants ont encore du mal à répondre aux parents, ils en ont un peu peur, etc. Il va répondre aux mails pour lui. Donc, c'est toute une boîte à outils, je crois qu'il y a plus ou moins 100 outils dedans, que l'enseignant va pouvoir déjà utiliser et qui est boosté à l'IA. Bonjour à toutes et à tous. Et encore une dernière nouveauté dans NotebookLM. Je ne savais pas qu'elle a démarré. NotebookLM, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, vous pouvez l'utiliser en tant que citoyen avec un compte Gmail, et c'est entièrement gratuit. La première utilisation de NotebookLM, c'est que c'est une IA où vous allez pouvoir venir injecter ici une 50aine de PDF ici sur le côté gauche. Donc, par exemple, pour un enseignant ou un directeur d'école, je vais prendre un exemple de directeur d'école, il a 50 circulaires, il a une question. Il va venir mettre toutes ces 50 circulaires ici. Il va poser la question à l'IA, et l'IA va répondre à sa question sans aller sur Internet et en lui référant à quel endroit il a trouvé la réponse. Donc quand on a 50 circulaires, ou alors pour un enseignant, on a 50 référentiels, on a le référentiel de sciences, le référentiel de maths, le référentiel de français. On pourrait mettre tout le référentiel là-dedans et lui dire, imagine-moi une leçon qui travaille telle compétence, etc. Et en plus, il va les cibler dans les PDF, l'endroit où qu'il a utilisé pour générer sa réponse. Et ici, cette petite vidéo-là, je voulais vous la montrer parce que l'actualité est assez chaude dans les outils d'IA de Google pour l'instant. Donc depuis hier, je vais passer un tout petit peu parce que Google déploie la possibilité de créer des cartes mentales dans NotebookLM. Donc ici, regardez, j'ai créé un NotebookLM avec comme source Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que l'IA évolue au quotidien. Ça, c'est apparu la semaine passée. Quand on forme à l'IA en tant que formateur, on doit revérifier tous les outils la veille parce qu'ils changent tout le temps et il y a de nouvelles fonctionnalités. Ici, on montre qu'on va pouvoir créer des cartes mentales. Je vais vous laisser montrer, ça prend quelques secondes. Vous voyez ici, il a fait son boulot habituel et on va se faire un petit peu de place. Voilà. Donc il a mis un document, il pose une question et il clique sur carte mentale. Si je clique dessus, vous voyez ici qu'il est en train de générer cette carte mentale. Voilà, je pense qu'elle est déjà faite, ou presque, là voilà. Et donc il va générer toute une carte mentale en lien avec la question que je lui ai posée. Donc elle est tout à fait dynamique. Elle est dynamique, on peut la réexploiter. NotebookLM génère aussi des podcasts. Donc vous allez par exemple, vous allez travailler une leçon sur, je ne sais pas moi, la photosynthèse, vous allez lui demander de faire une synthèse en podcast, il va vous générer un podcast de 15 minutes qui explique tout ce que vous lui avez demandé, et vous allez pouvoir réutiliser le podcast de manière éducative. Ou comme moi, en voiture, si vous voulez rentabiliser le temps des podcasts. Ensuite, l'enseignant, donc ça c'était la phase exploratoire, il va se spécialiser. Il va choisir des modules d'apprentissage spécifiques. Ici, j'avais envie de me focaliser un peu plus sur le module de tuteur. On va apprendre un enseignant qui peut apprendre à ses élèves, parce que c'est ça aussi l'important, c'est qu'il va le exploiter en classe, à utiliser l'IA comme tuteur. Je suis enseignant, je souhaite maîtriser davantage l'intelligence artificielle, agis comme un tuteur, apprends-moi la différence entre intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Et là, on va voir qu'on a toutes des explications qui vont pouvoir être générées et utilisables. Mais on peut le réutiliser en classe pour un enfant qui a les mêmes difficultés. Claude AI va peut-être un peu plus loin. Il permet, par exemple, ici je vais vous lire le petit prompt que j'ai mis, je vais poser plus ou moins la même question, mais je lui dis génère-moi une web app pour que je puisse m'entraîner à savoir ce que c'est que le deep learning, le machine learning ou l'intelligence artificielle. Et les IA génératives d'aujourd'hui sont capables de vous créer un jeu comme celui-ci, où vous allez devoir sélectionner votre réponse et il va vous donner un feedback si vous êtes trompé. Ça prend 15 secondes, un prompt, j'ai un jeu, j'ai un lien, je peux même le partager à mes élèves, directement. On fait très attention au cadre éthique, écologique et juridique. On a parlé beaucoup d'éthique, on a parlé beaucoup de juridique. Tant mieux, j'ai pris un exemple sur l'écologie. Il y a des outils comme Comparia qui vous proposent de faire un prompt et il va vous proposer une réponse
et une deuxième réponse. Vous allez sélectionner la réponse que vous préférez et il va vous expliquer l'impact écologique de la réponse que vous avez choisie. Donc ça, on montre aux enseignants qu'il y a aussi un impact écologique. Si j'avais choisi par exemple d'utiliser le langage Alibaba ici, ben, j'aurais consommé 2 grammes de CO2 et c'est l'équivalent de 3 minutes sur YouTube. Si j'avais choisi cette réponse-ci, je suis à 9 grammes de CO2 et 16 minutes sur YouTube. Donc on apprend aussi aux enseignants à utiliser l'IA quand ils en ont besoin et quand ils ne savent pas faire autrement, d'un point de vue écologique. On parlait de robots tout à l'heure, on apprend déjà aux élèves à programmer des IA et les intégrer aussi dans des robots ou dans des caméras. Ici, c'est un exemple de ce qu'on a fait avec des élèves du secondaire spécialisé. Ils avaient un projet pour améliorer la détection des coraux. Ils ont imprimé des coraux en impression 3D et puis ils ont programmé une IA qui reconnaissait si les coraux étaient colorés ou blancs. Parce que généralement, un coraux qui est malade, il est blanc. Donc, on apprend déjà aux élèves à intégrer des données, à entraîner un modèle et à l'intégrer dans une caméra et en faire de la robotique. Alors, VitaScience, si jamais vous avez des enfants ou des élèves qui ont besoin d'utiliser l'IA, vous pouvez leur proposer d'aller sur VitaScience. C'est fait pour les élèves, c'est RGPD, ça ne collecte pas les données des enfants, c'est bienveillant et les enfants ont accès à un chatbot, à une génération d'images, mais aussi ils peuvent entraîner une IA. Mais voilà, c'est un des outils qu'on conseille directement à utiliser en classe. Enfin, on récupère tous ces enseignants qu'on a formés et on va, dans le module final, vous voyez, on a déjà quand même beaucoup de réflexions en termes d'écologie, juridique et de cadre éthique, etc. On réfléchit vraiment à la posture de l'enseignant. À quoi je sers s'il y a l'IA ? Non, l'IA, elle ne peut pas donner du sens, elle ne peut pas être autant créative que toi. Des enfants qui sont entourés de ressources resteront ignorants, ils ont besoin de l'enseignant pour avancer aussi. Par contre, tu vas devoir changer, ta posture doit changer. Tu ne peux plus évaluer comme avant, tu ne peux plus leur demander des devoirs comme avant, mais tu peux aussi faire du tutorat, tu peux aussi faire du coaching, tu peux remédier, tu peux te différencier, tu peux gagner du temps sur tes tâches administratives. Donc vraiment, la posture de l'enseignant est fortement impactée. À quoi est-ce que je dois faire attention ? Déjà, reconnaître que ça existe. Et encore beaucoup, on en a formé 2000, il y en a beaucoup qui attendent, mais il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est que l'IA générative ou comment l'utiliser dans le cadre scolaire ou dans leur contexte professionnel. Donc la première étape, c'est déjà reconnaître que ça existe et déjà en voir les limites et les bénéfices. Ensuite, on doit apprendre aux enseignants à bien baliser ce qu'ils vont faire avec les élèves, parce qu'il faut toujours faire attention aux images qu'on va générer. Enfin, je vais venir un peu après, il y a des biais aussi auxquels il faut faire attention. Et accompagner vraiment l'élève dans son usage critique et leur apprendre à vraiment devenir performant dans l'art du prompt. Écologiquement, quand vous faites un bon prompt, vous avez beaucoup moins d'impact que vous en faites 10 pour arriver au même résultat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre aussi. Faire très attention aux biais, parce que les IA reconduisent les discriminations qu'on a dans notre société en fonction des données dans lesquelles ils ont été entraînés. Cette question ne marche plus, il faudrait que je la change, mais au début, quand on demandait de citer 6 personnes dirigeantes d'entreprises majeures, on n'avait que des hommes blancs, européens, américains. Le reste, ce ne sont pas des personnes qui sont capables de diriger une entreprise. En tout cas, l'IA ne les prenait pas en considération. Donc il faut toujours apprendre aussi que quand on utilise l'IA, il va générer des informations en fonction des données dans lesquelles on a été injecté. D'où encore le fait de faire attention au modèle qu'on choisit et d'avoir un esprit critique à l'arrivée. Des bonnes pratiques, on apprend à l'enseignant de responsabiliser, de faire attention que l'IA peut perdre le fil, de faire preuve d'esprit critique. Ici, c'est un exemple qu'on conseille de plus en plus aux enseignants, c'est d'avoir l'humilité de mettre des codes quand ils ont utilisé l'IA, quand ils n'ont pas utilisé l'IA. Donc ici, mon PowerPoint, je l'ai fait sans IA, autrement j'aurais mis le petit code à côté, mais on apprend aux enseignants aussi à avoir l'humilité de dire, tiens, ça, je l'ai fait avec l'aide de l'IA, je l'ai fait totalement avec l'IA, parce que peut-être qu'en faisant ça, leurs élèves vont fonctionner de la même manière, ils vont plus tricher, faire tous leurs devoirs avec l'IA. Donc je pense qu'il y a une grosse responsabilité à faire aussi, ça passe par des petits trucs comme celui-ci. On en a parlé dans les premières présentations, des règlements au niveau de l'IA sont super importants dans les hôpitaux, mais aussi dans les écoles. La première chose qu'on fait aussi avec les enseignants, c'est de se dire, tiens, il va falloir que tu crées une charte d'IA d'utilisation dans ton école. Comment est-ce qu'on sanctionne un élève, voilà, toutes ces réflexions-là, comment est-ce qu'un enseignant peut utiliser l'IA, est-ce qu'il peut injecter des données avec le nom de mes élèves dans ChatGPT. Donc, il y a toute une réglementation qu'on conseille aussi aux écoles de mettre en place et se mettre d'accord autour d'un cadre. Enfin, je voulais vous le montrer avec notre book LM, avec la petite fonctionnalité qui a changé. Aujourd'hui, un enseignant doit mener une veille à jour.
et de qualité. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Les outils changent, les données changent, les modèles changent, l'apparition de nouvelles IA. Ici, si je pourrais vous partager les données, on a des webinaires qui sont accessibles à tout le monde, ils sont toujours en ligne, etc. Vous pourriez par exemple découvrir l'impact environnemental de l'IA, comparer les différents chatbots, cultiver l'esprit critique en classe, un peu plus pour l'enseignant, aborder les enjeux juridiques. Et ici, c'est une veille de deux de nos enseignants qui, au quotidien, deux de nos formateurs analysent ce qu'il se passe, les articles scientifiques, etc., pour qu'on puisse rester à jour. En conclusion, l'IA, oui, au service de l'enseignant, mais il ne faut pas oublier que les élèves l'utilisent aussi et qu'on peut l'utiliser avec les élèves. L'importance de développer l'esprit critique, de par le fait qu'on a des images qui sont générées, on ne sait pas les reconnaître, de par le fait qu'on ne peut pas donner un travail totalement généré avec l'IA sans le vérifier. Utiliser l'IA quand ça apporte une plus-value pédagogique, ça c'est super important. On conseille, si jamais tu dois simplement faire une recherche Google pour avoir une information, continue à faire une recherche Google, ça marche bien. Ne va pas utiliser ChatGPT pour faire la même chose que ce que tu faisais avec un navigateur. Pour moi, c'est aussi l'occasion de changer de posture. Ça fait peur, mais je suis adepte des pédagogies actives, je suis un peu contre de l'évaluation traditionnelle, des fonctionnements traditionnels avec les enfants, et je pense que l'IA, elle remet tout en question. Et je pense qu'il y a un tournant que l'enseignement peut prendre, c'est justement changer aussi les choses qu'on ne faisait pas avant. Moi, je suis contre l'enseignant qui barre en rouge ou qui marque un commentaire négatif sur une feuille de papier ou qui va analyser un devoir 15 jours après parce qu'il n'y a pas le temps de corriger. Enfin, toutes des choses qui sont en lien à la pédagogie traditionnelle. Je pense que l'IA le remet justement en question et il y a un tournant à prendre. Et l'importance de pratiquer une veille active et collaborative, parce que tout seul, on ne sait pas prendre en main tout ce qui se passe avec l'IA. Il faut le faire ensemble. D'où cette idée des référents IA qu'on essaie de mettre en communauté pour qu'ils puissent agir en communauté face à cette émergence qui prend beaucoup de place dans l'éducation. Voilà, j'ai terminé. Je tenais à vous remercier pour votre attention. J'espère que ça a répondu à votre demande. Merci Monsieur Ponsard pour cette présentation très instructive. Évidemment, l'ensemble des présentations vous seront renvoyées par mail, ainsi que le lien de rediffusion du colloque de ce soir. Donc vous aurez accès à toutes les informations qui ont été données par nos invités, que je remercie encore une fois. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, parce que c'est quand même ça qui est important aussi, c'est de pouvoir échanger. C'est un petit débat, un temps de questions-réponses entre nous avec nos invités sur ces questions de l'intelligence artificielle. On n'aura probablement pas le temps de prendre toutes les questions, mais on continuera autour d'un verre dans la cafétéria du Parlement. Et donc, s'il y a encore des questions, elles pourront se poser à ce moment-là. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un aurait une première question. Monsieur devant, je vous en prie, vous avez un micro devant vous et vous devez appuyer sur le bouton rouge de gauche. Bonjour. Je m'appelle Nicolas Lefebvre. J'ai travaillé chez Google à la construction des serveurs informatiques et j'ai été licencié parce que justement j'ai dénoncé ce qui se passait là-bas. Ce qu'il faut savoir là-bas, c'est qu'il y a 2000 ouvriers qui travaillent sous contrat irlandais qui ne savent pas travailler du tout et que en ce moment on est occupé de construire des gigantesques cubes en béton pour collecter l'eau potable pour refroidir les serveurs parce que le canal qui est à côté ne suffit pas à refroidir les serveurs. Il faut savoir que Google Europe, rien que Google Europe, qui est à Mons, va consommer l'équivalent d'une centrale nucléaire. Ça va rentabiliser plus ou moins 60 millions d'euros par jour. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est l'argent numérique qui va arriver grâce à l'IA. On parle qu'au mois d'octobre-novembre, on va passer à l'argent numérique, et donc ce qui permettra de suivre tout le monde à la trace, et surtout d'effacer les gens. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez être contre le gouvernement, eh bien, on n'aura plus qu'à appuyer sur un bouton et on va vous effacer. Pour avoir été lanceur d'alerte, on m'a déjà supprimé 2 comptes en Belgique. Si on veut utiliser l'IA convenablement, on pourrait demander à l'IA où sont passés les 66 milliards qui sont disparus en 2023. Et pourquoi pas remplacer les gouvernements par l'IA, puisqu'ils sont plus intelligents, et demander comment réduire la dette, ou même effacer la dette publique, puisqu'on a une dette de 650 milliards. Est-ce que l'IA va réduire la dette de 650 milliards? Qui va payer les pensions? Qui va payer les chômeurs que ça va créer? Parce que moi, je m'excuse, mais je n'y crois pas une seule seconde que ça va créer beaucoup d'emplois, puisque Google Mons, c'est l'équivalent de plusieurs dizaines d'hectares, et il va y avoir une centaine de personnes.
Juste, monsieur, pour que tout le monde puisse intervenir, je vous demandais de Ouais. peut-être passer à vos questions. Oui. Quid en cas de quand tout va être géré par l'IA, une panne d'électricité? Et ce qui me paraît très important, c'est de légiférer sur l'IA, de savoir qu'est-ce qui est l'IA et qu'est-ce qui est corps naturel. Et donc sur toute photo d'IA devrait apparaître un logo, parce qu'autrement on va être trompé. On va tous être trompés. J'aime bien aimer la question de Poutine qu'il a posée à Google sur l'IA. Il a demandé si l'homme avait été sur la Lune, et l'IA a répondu que non. Donc je me demande même aussi si les fusées d'Elon Musk, ce n'est pas que de l'IA. Et pour en finir, j'ai encore plein de questions, hein, mais Oui, mais pour je finir, pense, oui. je pense que Cassandre était complotiste. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ces réflexions. Il n'y a pas vraiment de questions. Je m'adresse à... Non, pas spécialement. Je vous en prie. J'ai oublié de préciser au début, mais essayez de faire court, comme ça on peut laisser la parole à tout le monde. Vous devez appuyer sur votre micro. Vous devez appuyer sur le bouton rouge. Oui, mais voilà. Celui-là? Voilà. Voilà. J'ai infiniment apprécié cette intervention tout à fait inattendue. Monsieur, vous dites qu'en octobre-novembre, la monnaie numérique arrive. J'espère que la monnaie numérique sera facultative et ne va pas être imposée à tout le monde. Ce n'est pas possible. Comment ça? Ah non. Christine Lagarde l'a annoncé, ça va être fait. On va juste pas faire un débat entre vous comme ça, Mais juste est-ce que- non, intervenez, mais- posez votre question et puis on passe à autre chose. Ma question, et après j'arrête. La monnaie numérique pour tout le monde, c'est un scandale antidémocratique. Peut-on, monsieur, vous êtes politicien, vous dites qu'on peut interpeller les politiques. Moi, je vous demande à vous, homme politique, que je respecte profondément, si oui ou non les politiques en Belgique et en Europe vont s'opposer à l'imposition de la monnaie numérique pour tout le monde. On a bien dit que la monnaie numérique allait advenir, mais c'est un portefeuille numérique qui était le libre choix du citoyen. Monsieur dit, je ne sais pas si c'est vrai, j'espère que non, que cette monnaie numérique sera imposée à tout le monde. C'est une véritable catastrophe. Et je pense même sur un plan humain, toute la misère du monde vient, notamment à Bruxelles, où on voit des gens partout. On ne pourra même plus donner une pièce à ces mendiants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crever. Alors, s'il vous plaît, ça c'est vraiment le plus important pour moi. Enfin, c'est une des choses les plus importantes. Merci. Je pense qu'on a compris votre intervention. Donc vous posez une question aux politiques. C'est à mon avis une question intéressante qui se pose. Moi, je n'ai pas la compétence aujourd'hui pour y répondre. Et donc, je prends bonne note de vos interventions. Derrière ici. Merci Jonathan. Je me permettrai ce petit insert. Évidemment, vous êtes invité à prendre la parole, à poser vos questions aux intervenants. J'aimerais tout de même recentrer le débat et j'aimerais que les questions soient en rapport avec le thème de ce soir et que l'on ne digresse pas, sinon on risque de s'égarer. Je vous remercie par avance. Et si vous avez d'autres débats, on peut les faire à la cafétéria devant. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux intervenants pour leurs exposés. Ma question sera sur le sujet du coup. Je pense principalement pour monsieur en ce qui concerne la formation, etc. Ça concerne le domaine juridique. Enfin, l'emploi. Voilà. Le domaine juridique, vous parliez des emplois juridiques. Est-ce que vous pouvez préciser un peu si vous avez plus d'informations? Merci. Vous êtes dans le secteur, apparemment, du juridique. Seulement étudiant, mais du coup, je prépare l'avenir et c'est pour ça que je vous pose la question. Mais il se fait que le secteur juridique brasse des quantités de textes et de données, de lois et de jurisprudence, et ça fait une tonne de données qui est naturellement tout à fait une mine d'or quelque part pour l'IA. Il y a d'ailleurs pas mal de jeunes start-up, en fait, même belges, qui se sont développés et qui se concentrent justement sur le secteur juridique et qui apportent des solutions pour des avocats ou même pour des juges. Alors toujours à prendre avec beaucoup de pincettes et de sens critique, hein, donc ça c'est clair. Mais ça va aider énormément les juristes, les avocats et même les juges dans leur métier. Des exemples concrets.
Il y a Clausebase, ça s'écrit C-L-A-U-S-E-B-A-S-E. Donc eux proposent même des types de contrats et comment est-ce qu'on les fait par rapport à des prompts. Il y a Henchman aussi, qui a été racheté, je crois, récemment. Ce sont toutes des startups qui grandissent vraiment bien, surtout Henchman. Voilà, ce sont deux qui me viennent maintenant en tête. Ce sont des startups dans ce secteur-là qui développent des solutions IA pour le secteur juridique. C'est vraiment un secteur en plein développement. Hein. Donc c'est vrai que vous êtes étudiant maintenant et c'est génial que vous soyez ici et que vous vous posez la question parce que la façon dont vous allez effectuer votre job va être quand même assez impactée. Donc c'est bien de se former maintenant, en effet. Oui. Bonjour, merci à tous pour vos interventions. Ma question est un peu plus terre à terre. Vous avez dans une des slides de la première intervention, il y avait écrit la Belgique future puissance d'IA. Mon interrogation est principalement sur le fait que comment peut-on devenir une puissance d'IA quand la puissance cumulée de calcul belge n'atteint que, je pense, les 10 pétaflops, pardon, comparé aux millions de teraflops, par exemple, américains. J'imagine que c'est une question pour moi. Donc, j'ai mis un slide en disant que nous avons le potentiel d'être les meilleurs en IA au monde. Pour être les meilleurs en IA au monde, il ne faut pas forcément avoir de la puissance de calcul, il faut avoir de la bonne humanité. Et il faut avoir surtout des personnes qui sont motivées pour bosser dans le domaine et mettre en œuvre des projets qui ne se font nulle part ailleurs dans le monde. En Belgique, nous avons, en ce qui concerne la santé spécifiquement, je ne parlais pas des autres domaines, nous avons dans le milieu de la santé un écosystème qui bouge à une vitesse qui est juste incroyable. C'est ce qui me laisse penser que comparé à d'autres pays, nous avons réellement le potentiel de faire mieux et plus vite. Il nous faut un mandat de politiques qui savent ce qu'ils font. C'est tout ce dont on a besoin. Un mandat avec des gens qui savent ce qu'ils font. Du financement en termes d'intelligence artificielle en santé, de bonnes études, de bons projets lancés en collaboration avec tous les éléments de la quintuple hélice. Et nous avons un savoir en Belgique, des personnes, des académiques, des médecins qui peuvent faire vraiment décoller la Belgique en termes d'IA en santé. C'est à ça que je faisais référence. Pour le reste, le teraflop, voilà, c'est l'humain qui m'intéresse. Petite réaction encore ? Oui, rajouter un petit mot par rapport à cette question. Il faut bien suivre ce qui se fait au niveau européen. Parce que dans ce débat-là, ce n'est pas la petite Belgique qui va s'en sortir. Il y a des beaux projets européens qui sont en cours. On parle de AI Factories, on parle de HPC, High Performance Computer. Ce sont des projets qui se font au niveau européen, justement, pour qu'on puisse avoir une force de frappe avec un peu d'impact. Et c'est vrai que, bon, l'IA a quand même besoin de capacités de calcul pour les grands modèles. Et si on veut des modèles européens avec nos valeurs intégrées dans les modèles, on devra les créer nous-mêmes. Et donc, on aura besoin de ces centres de calcul qui le permettent. D'un autre côté, je tiens à nuancer, on voit quand même aussi beaucoup plus, en tout cas dans l'industrie, l'utilisation de plus petits modèles, ce qu'on appelle les SLM, les Small Language Models. Ils sont nettement plus efficaces, ils sont concentrés sur un certain domaine, par exemple la santé, par exemple tout ce qui est automobile ou tout ce qui est énergie. Ils hallucinent nettement moins parce qu'il ne va pas brasser tout l'Internet, mais il reste concentré sur les bases de données et donc il consomme aussi un peu moins d'énergie, même si le problème énergétique reste naturellement un problème poignant, ça c'est clair. En plus, ces petits modèles, on peut de plus en plus les faire tourner en local, c'est-à-dire sur de l'infrastructure locale. Et là, on va réduire aussi l'empreinte écologique en faisant ça. Donc, on descend quand même un peu plus dans les niveaux de calcul. Au lieu de tout faire dans le cloud, enfin, moi, je vois en tout cas une tendance dans l'industrie où on veut beaucoup plus faire en local. Voilà. Merci, monsieur, je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Ma question concerne, je vous navré, j'ai vraiment oublié votre nom, mais si vous pouvez me le rappeler. Ok, super, enchanté. Ma question est la suivante. Je me suis permis de voir que vous aviez mentionné des sources provenant de McKinsey
et de Goldman Sachs. Le problème étant qu'on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont particulièrement impartiaux et indépendants, étant donné qu'ils financent massivement des projets liés à l'intelligence artificielle. Les chiffres que vous avez fournis sont principalement aussi pas trop alarmistes, et justement c'est là que je me pose la question de est-ce que vous pensez que McKinsey et Goldman Sachs sont suffisamment indépendants? Et j'ai une deuxième petite question, elle sera très rapide. Est-ce que vous avez peut-être des statistiques d'organismes indépendants? Eh bien justement, j'espère que j'en ai cité avec l'OCDE, avec la Cour des comptes européenne. Ça me paraît quand même des chiffres indépendants, en tout cas des études indépendantes, à moins d'avoir des suspicions sur ce que fait la Cour des comptes européenne. Et l'OCDE, a priori, c'est quand même assez indépendant. Donc, par rapport à McKinsey, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que lors de ma présentation, je crois que j'ai émis aussi une certaine réserve par rapport aux chiffres. Donc, on reste aussi chez Agoria très prudent par rapport à ce qui est annoncé. C'est pour ça aussi, dans mon premier slide, le hype qui a été créé avec tous ces chiffres, comme quoi l'impact sera fabuleux et que lié à ci et que lié à ça. Non, 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 non. Revenons les deux pieds sur terre. Donc, mais c'est bien d'être critique comme ça, il faut absolument le rester parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi. Et en effet, rechercher... J'ai aussi mentionné l'étude d'ING. Je l'ai trouvée très très bonne, très équilibrée. Voilà. Donc j'essaye de mentionner des trucs qui font sens, tout en émettant des réserves quand il faut. Voilà. Alors on va repasser sur la gauche et puis on va revenir au centre. Oui, une question pour M. Briganti. Vous n'avez pas tellement développé finalement l'irremplaçabilité des médecins, même si je suis tout à fait d'accord avec le constat. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus? Par exemple, vous avez dit que les études comparatives sur la performance étaient absurdes, mais sans tellement dire pourquoi elles étaient absurdes. Voilà, est-ce que vous pouvez développer un peu plus ce point? Bien évidemment, j'ai un conflit d'intérêt par rapport au remplacement des médecins, parce que je suis moi-même médecin, j'ai peur de perdre mon boulot. Non, je rigole. Mais il y a de plus en plus de fous, donc je ne m'en fais pas du tout. Mais la question est la suivante. Quand on fait une étude qui compare l'IA aux médecins, on compare des pommes et des poires. C'est comme si on comparait effectivement deux choses qui ne peuvent pas être comparées de la même façon dans le contexte clinique. À titre d'exemple, pour prendre en charge un patient, il y a certainement une étape de raisonnement clinique, il y a certainement une étape de raisonnement diagnostique, il y a certainement une étape de recommandation d'examen complémentaire, de prescription de médicaments, mais il y a la prise en charge. Et la prise en charge, elle est faite par un humain. Ces études n'ont pas de sens parce que probablement que les personnes qui ont fait ces études ont oublié que dans les années 2000, enfin moi je ne m'en rappelle pas, j'avais 6 ans, mais apparemment dans les années 2000, on a essayé de remplacer les médecins par des systèmes de décision clinique. C'était des premières esquisses d'intelligence artificielle qui ne bénéficiaient pas du même pouvoir computationnel qu'on a aujourd'hui, mais tout de même, les algorithmes étaient déjà les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Ça a foiré complètement. Mais pourquoi? Parce que le patient, en fait, il allait dans une espèce de cabine, il mettait ses symptômes, il recevait un papier qui sortait de l'imprimante, et voilà, félicitations, vous avez un cancer, et débrouillez-vous maintenant. De même, pour ceux qui sont impliqués dans la gestion hospitalière, en tout cas la gestion de soins, on se rend compte qu'il y a une grosse composante qui sort du simple avis technique. Et ce que nous faisons d'un point de vue de soins de santé, c'est très très hautement technique, oui, mais c'est aussi très très hautement humain, la prise en charge de ce que vous avez dans les hôpitaux. La plupart des consultations en médecine générale, par exemple, oui, effectivement, c'est des maladies sévères, mais aussi, vous allez avoir des problématiques profondément sociales, des choses que l'IA ne peut pas prendre en charge. Donc, l'IA ne peut pas remplacer le médecin parce que c'est, encore une fois, l'IA peut être très bonne en médecine si on la soumet à un examen médical de type QCM, elle va très très bien réussir. Mais moi, à mon boulot, je ne fais pas que répondre à des QCM toute la journée sur les patients. Je prends en charge les gens et je les soigne. Donc oui, l'IA comme outil pour soutenir le médecin, mais quelqu'un qui pense que l'IA va remplacer le médecin n'a juste jamais mis un pied dans un hôpital. C'est juste simple ça. Merci. Mais si on fait l'avocat du diable, on pourrait juste dire que alors, les modèles sont beaucoup plus efficaces que les années 2000, et alors on pourrait dire qu'il n'y aurait plus que des infirmiers dans le long terme et que la partie diagnostique est prise en charge par l'IA. Alors c'est une question très intéressante, mais je vais peut-être alors devenir un peu plus technique dans ma réponse. Quand vous développez un algorithme d'intelligence artificielle, déjà rien que pour le raisonnement diagnostique, vous le développez en collectionnant des données. La plupart des entreprises vont collectionner des données dans un hôpital. Mais disons que je vais à l'hôpital Erasme et je collecte 1000 radiographies pour développer un algorithme qui va me diagnostiquer un cancer, par exemple.
Je développe l'algorithme, chouette, il a 98% de spécificité, 98% de sensibilité, 95% d'F1, bref, des scores qu'on mesure chez l'IA. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben chouette, j'ai fait une start-up capital risque, mes actionnaires demandent à ce que je commence à vendre, je vais aller voir un autre hôpital, disons le CHU Saint-Pierre, et je vais aller vendre ma solution. Ah ben, surprise, les patients du CHU Saint-Pierre sont tout à fait différents de l'hôpital Erasme, et en fait, mon algorithme, il baisse en précision. Donc déjà, de 1, à l'heure actuelle, je ne vois pas comment, rien qu'en raisonnement clinique, l'IA puisse dépasser l'humain sur base de raisonnement global et en termes d'exportabilité des résultats selon les sites hospitaliers. Alors aujourd'hui, nous sommes dans des situations où des algorithmes développés à Charleroi ne vont plus fonctionner à la Luyère, par exemple, et vice-versa. Donc rien que pour le raisonnement clinique. Pour le reste, les mauvaises langues diront que le médecin du futur, il est un tiers infirmier, un tiers assistant social et un tiers gestionnaire. J'ai tendance à dire que les gens qui disent ça, ils ont juste rien compris à l'histoire. Mais, pour répondre à vos questions de façon plus spécifique, ce que le médecin fait de son boulot ne se réduit pas au raisonnement diagnostique. Et puisqu'il y a toute une autre composante dans le traitement médical, j'invite à tous les gens qui font de l'IA à venir passer une journée à l'hôpital pour voir comment ça fonctionne, avant de dire des bêtises dans la presse. Oui. Merci. J'ai une question. C'est monsieur, et puis on viendra chez vous pour terminer. Oui, bonsoir. Donc en fait, c'est en complément de la question précédente, donc toujours monsieur le docteur en médecine, donc à savoir, quitte des erreurs médicales et de la responsabilité. Donc il faut savoir que dans les années 80, quand on a introduit progressivement donc l'informatique dans l'administration publique, quand il y avait une erreur, on vous répondait toujours, l'ordinateur ne se trompe jamais. Nous connaissons bien la suite, les bugs et compagnie, etc. Donc alors je pose la question, qui de la responsabilité donc, en matière d'IA face donc, aux médecins et face aux patients? Et alors, deuxième question, c'est la question de la protection des données. Voilà. Merci pour la question. Alors, la médecine est un des seuls métiers où nous avons une liberté thérapeutique. Un autre exemple est clairement celui du juge, qui est capable d'avoir une liberté sur la décision que l'on prend. L'IA met clairement à mal cela, puisque du moment où on montre de façon répétée que le raisonnement diagnostique d'une intelligence artificielle est supérieur à celui d'un clinicien, alors dans certaines erreurs médicales, on pourrait venir dire, par exemple, avez-vous suivi l'avis de l'intelligence artificielle? Et si oui, et que l'IA s'est trompée, et sinon, et que l'IA avait raison, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est des débats que l'on aborde de façon très philosophique, mais aussi de façon très pratique avec des spécialistes du domaine. À l'heure actuelle, il est clair, selon la loi sur l'intelligence artificielle, que le médecin reste responsable de ce qu'il fait. Et tant que le médecin reste responsable de ce qu'il fait, l'IA ne fournit qu'un avis, elle ne peut pas prendre la décision à la place du médecin. Mais on peut se poser la question de savoir combien de mandats politiques nous sommes à distance d'une position qui pourrait être celle que le médecin est obligé de suivre l'avis diagnostique qui est fourni par l'intelligence artificielle. On voit ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Moi, je me dis que nous sommes toujours à un mauvais mandat de distance de ce genre de mauvaises décisions. Il faut toujours rester vigilant. Le médecin doit garder sa liberté thérapeutique et assumer les conséquences de quand il fait les erreurs médicales. Il me semble que nous n'avons aucune autre issue à cela. En ce qui concerne la protection des données, il y a question de souveraineté. Où est-ce qu'on héberge les données pour l'intelligence artificielle médicale? Et les pays où les données transitent, qu'adoptent-ils comme mesures juridiques pour protéger les données qui sont produites en Europe? Bien que la plupart des géants aient des data centers en Europe, on a entendu tout à l'heure par des intervenants, la question est, ces intervenants restent pour la plupart majoritairement américains, et donc soumis à la législation américaine qui veut qu'en extrême urgence, un juge pourrait demander à l'entreprise de dévoiler les données d'une certaine personne. Alors moi, j'ai pas du mal à imaginer une jeune femme belge qui est en voyage au Texas et qui a eu un IVG en Belgique. Elle commet potentiellement un crime parce qu'elle poste sur X un statut où elle critique éventuellement un président en chair.
on pourrait l'interpeller pour questionnement et on pourrait dévoiler le fait qu'elle a eu recours à un IVG. Quid? Puisque les données ont transité par un serveur, par exemple, américain. Moi, c'est des questions que je me pose. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'alternative européenne d'hébergement de données qui soit sérieuse et qui soit accessible aux citoyens. Donc c'est un autre domaine, mais qui ne concerne pas le débat de ce soir, bien évidemment. Mais c'est des questions que je me pose. Voilà. Merci. Alors on va prendre une dernière question, une dernière intervention de monsieur. Oui, j'ai une question pour le médecin. Je suis également médecin. Pour l'utilisation de... je suis d'accord avec vous et je suis aussi contre dans certains domaines de l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme par exemple l'interprétation d'un examen après un ECG. D'après un ECG. Et je peux vous donner un exemple médical. Le médecin trouve par exemple une onde Q en 2, 3 et AVF. Il y a à peu près 7 possibilités de diagnostic, d'après la recherche sur des centaines de livres. Alors, pour faire le choix entre le bon diagnostic, il faut qu'on puisse avoir instantanément, sur les 7 possibilités, quels sont les détails pour faire le diagnostic différentiel et faire l'examen immédiatement pour pouvoir éliminer telle et telle pathologie. L'IA ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il faut que le médecin soit présent, qu'il ait devant lui le résultat de l'ECG, qu'il puisse prendre une décision relativement rapide, puisqu'il peut y avoir quelque chose qui doit être immédiatement résolu. Donc c'est seulement en voyant tous les documents devant lui qu'il peut juger. Maintenant, si l'IA lui donne simplement un résultat, il va passer à côté. Peut-être. Donc le problème du diagnostic par l'IA est dangereux parce que l'IA va donner un résultat et pas les 7 ou 8 résultats qui sont normalement à rechercher immédiatement. Donc on passe à côté et l'IA induit en erreur. Donc la décision, la responsabilité du médecin est engagée dans la mesure où il n'a pas toute l'information et la décision qui est prise détaillé, qui peut détailler instantanément, parce que le facteur temps est important. Si c'est un infarctus, si c'est une hypertrophie, cardiomyopathie, etc., il doit faire le diagnostic. Donc, ou un problème de septal cardiaque. Petite réponse par rapport à ça. Les outils s'améliorent et actuellement, la semaine passée, donc notamment un géant technologique a dévoilé un outil où il y a la prise en charge de tous les documents cliniques du patient. Et donc, même si c'est le cas potentiellement pour des IA à qui on pose une question spécifique, ça change et c'est déjà changé. Donc, elles vont être réellement une aide clinique pour l'ensemble des documents cliniques du patient. Donc mais ça s'améliore. Il peut avoir des liens sur... est-ce que le médecin peut avoir par l'IA des liens immédiatement sur... sur des livres, par exemple, des documents, etc. Oui, ça existe déjà maintenant. Ça existe. Merci pour cette dernière intervention. Donc, le temps avance et on arrive tout doucement à la fin de notre colloque. Je remercie déjà évidemment beaucoup nos 3 intervenants d'une très grande qualité, je dois dire. Et avant de vous inviter à aller prendre un petit verre à la cafétéria qui se retrouve de ce côté-là, je propose à Maxime Timmerman, qui est président de Défi Jeunes, de conclure le colloque. Tout d'abord, je voudrais remercier notre intervenant, Nombre Défi Jeunes, pour la qualité de vos interventions et pour la qualité de vos réponses. Je trouve que vraiment vous avez pu nous aider à aborder en fait cette thématique avec la nuance et pouvoir un peu illuminer un peu les opportunités et les défis qui sont liés en fait à l'intelligence artificielle. Le débat que nous avons aujourd'hui ne s'arrêtera pas ici. C'est un débat qui est continuel et qui va évoluer avec notre société. L'humanité évolue, la technologie aussi. Ce qui hier était qu'un simple concept est aujourd'hui une réalité qui façonne notre quotidien. L'IA doit être une collaboration intelligente avec l'humanité, avec notre société, et surtout avec les différents domaines que vous avez pu citer. Si nous voulons aujourd'hui avoir une collaboration intelligente, nous devons façonner l'IA avec, en tout cas, une certaine responsabilité, et surtout avec vigilance.
elle doit dépendre de la façon dont nous la concevons, dont nous la régulons. Comme je l'ai dit, la discussion ne s'arrêtera pas ici, mais surtout que j'espère que le débat qu'il y a eu aujourd'hui pourra vraiment, en tout cas, susciter l'intérêt commun par rapport à son utilisation. Mais nous ne devons pas être naïfs. Il n'y a pas une, mais 10 guerres à rattraper. Nous devons justement l'utiliser avec intelligence et nous devons justement investir intelligemment sans la sous-estimer ni la surestimer. Merci beaucoup. Voilà, merci à toutes et tous.